Bonsoir à tous. Merci infiniment à tous d'être présents ce soir, aussi nombreux. Pour ce qui me concerne, je m'appelle Anne-Béatrice Schlumberger. Je préside le groupe Environnement et Développement Durable de Sciences Po Alumni, qui, aux côtés du club Environnement et Développement Durable de Mines Alumni, représenté ce soir par Nathalie Borgeaud au premier rang en veste bleue, ainsi qu'au nom du groupe Transition de Pont Alumni, représenté par Manuel Astier, également au premier rang. Voilà, nous souhaitions, et puis au nom de ESCP Alumni, je sais qu'il y a de nombreuses représentants de l'ESCP ce soir. Marie-Anaïs Berline n'a pas pu être présente parmi nous, mais elle est avec nous par la pensée. Voilà. Donc bienvenue à tous, bienvenue évidemment au premier chef à Timothée et à Bertrand qui nous fait l'amitié de l'interviewer et d'animer cette séance ce soir. Donc je vais dire quelques mots de présentation de nos deux invités et puis je laisserai la parole à Timothée et à Bertrand. Alors, Timothée, tu es docteur en sciences économiques et actuellement chercheur en économie écologique à l'Université de Lund, en Suède, et spécialiste reconnu de la décroissance. Alors, ta thèse de doctorat, qui est intitulée Political Economy of Degrowth, explore les implications économiques de cette décroissance. Elle a été publiée en 2019 et consultée, je crois, des dizaines de milliers de fois à ce jour, en dépit de son importance en volume, puisque je crois qu'elle fait plus de 800 pages. Bravo. Tu es aussi l'auteur d'un rapport sur la croissance verte qui a été publié également en 2019 par le European Environmental Bureau, qui est intitulé Decoupling Debunked Evidence and Arguments Against Green Growth. Et puis en 2022, tu as publié l'ouvrage qu'on connaît tous, Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance, qui va rapidement devenir un best-seller puisqu'il s'est déjà vendu à plus de 30 000 exemplaires. C'est juste ? C'est juste, on a même passé les 40 000. Ouh, bravo, bravo. Alors Bertrand Séné, toi, qui va animer cette soirée et va interviewer Timothée. Bertrand est également chercheur en économie écologique. Tu es diplômé de Sciences Po en 99, conférencier, auteur d'un roman d'anticipation économique intitulé Ecosophia. Je prononce bien. Sensibilisé dès la fin des années 90 aux questions écologiques, grâce notamment à un enseignement qui était proposé par Corinne Lepage, un enseignement d'ouverture sur le développement durable proposé par elle ici à Sciences Po même. Tu as assez vite pris conscience des limites des cours d'économie où on apprenait, je te cite, à faire de la croissance. Et cherchant un moyen de financer la transition écologique et les services publics tout en réduisant la consommation, tu as perçu alors le potentiel d'une réappropriation du pouvoir de création et de destruction monétaire par la collectivité. Tu nous en diras plus. Depuis, tu t'es consacré à la recherche de nouvelles règles du jeu qui permettraient d'aller vers une économie vraiment, réellement durable. Et vous pourrez tous retrouver les propositions de Bertrand sur son site qui porte son nom, où vous trouverez notamment son dernier article sur l'avenir du système de retraite dans une hypothèse de décroissance. Voilà. Je te passe la parole, Bertrand. Merci. Moi, je suis absolument ravi de t'accueillir, Timothée. C'est vrai que, en fait, c'est dans ce lieu, alors plus exactement juste en dessous, sur les bancs en dessous, que j'ai appris à faire de la croissance. Parce qu'on avait Michel Pébreau, donc qui était déjà le PDG de la BNP Paribas, et qui nous apprenait à faire de la croissance de façon néolibérale. Et puis on avait Jean-Paul Fitoussi, qui lui nous apprenait à faire de la croissance de manière keynésienne. Mais il n'y avait rien d'autre. On n'apprenait que à faire de la croissance. Et puis à côté de ça, j'avais effectivement un petit enseignement d'ouverture, donc avec Corinne Lepage. Vous savez, c'est comme le Trade Center qui s'écroule. Quand
quelque chose est hyper important dans une vie, on se souvient exactement de l'endroit où on était. Et ben, je me souviens exactement de la salle où Corinne Lepage nous donnait les cours, parce qu'en fait, j'ai vraiment une prise de conscience énorme quand elle a commencé à nous présenter les problématiques écologiques. Et j'ai réalisé qu'en fait, la croissance n'était pas une solution, comme on nous le présentait, mais plutôt un problème. Et à partir de là, je me suis rendu compte en fait que là, ça fait 30 ans, hein, j'ai fait mes études dans les années 90, et finalement, au niveau de l'État, il n'y a pas grand-chose qui a changé. En tout cas, au niveau de la doctrine, on est toujours dans le dogme de la croissance. Et je pense que vous allez me confirmer ça. Les étudiants apprennent toujours que, en gros, pour réduire le chômage, pour financer les services publics, pour financer les retraites, pour financer la santé, pour réduire la pauvreté aussi, eh ben, il faut un minimum de croissance. Je pense qu'on vous apprend toujours ça dans les cours d'économie. Le problème, c'est qu'effectivement, on se rend compte que la stratégie qui a été mise en place pour réduire les émissions de CO2 notamment, cette stratégie-là, elle ne suffit pas en fait à préserver le climat, les ressources et la biodiversité pour les générations à venir, et que probablement, c'est ce qu'on va voir avec Timothée, il va falloir réduire très fortement la consommation et la production, et donc décroître pour parvenir à ces objectifs. À partir de là, la difficulté, c'est que on se pose tous la question, mais en fait, si on décroît, est-ce qu'on va réussir à avoir le plein emploi, à réduire la pauvreté et à préserver les services publics et la sécurité sociale? Et on va voir ce soir, justement, est-ce que c'est possible, et si oui, comment on fait? Puis une des questions, ça va être, est-ce que finalement on peut arriver à faire ça dans le cadre des règles du jeu actuelles, ou bien est-ce qu'il va falloir changer certaines règles du jeu? Et s'il faut changer des règles du jeu, est-ce qu'on peut le faire uniquement au niveau français, ou est-ce qu'il va falloir le faire aussi au niveau européen, voire au niveau mondial pour certaines règles? On peut penser notamment à la problématique du financement des États. Donc voilà, ce soir, avec Timothée, on va voir, nous qui avons appris à faire de la croissance, s'il va falloir qu'on apprenne à faire de la décroissance. Je te laisse la parole. Super. Eh bien, bonsoir à toutes. C'est vraiment un bonheur d'être ici pour cette rencontre exceptionnelle. Autant vous dire que ça met bien la pression. Et j'ai cru comprendre que c'était vraiment le défi, c'est-à-dire aujourd'hui de s'adresser aux questions difficiles. Alors moi, je vais faire une présentation d'une 30aine de minutes qui va rester assez théorique, juste pour être certain qu'on parte avec de bonnes définitions, avec de bonnes hypothèses. Et après, eh ben, on va aller chercher justement ces questions atrocement difficiles. Et il y en a beaucoup. Merci en tout cas de me recevoir. Ça me fait très plaisir. Et je laisse à l'ordinateur une petite minute pour afficher ce slide qui est énormément lourd, qui représente donc, qui vous montre les 40 lectures essentielles sur la décroissance en français, qui est une littérature qui est majoritairement anglophone aujourd'hui. Ceux qui me suivent sur les réseaux savent que j'aime beaucoup faire ces slides de buffet de livres pour recommander. Mais ce que je voulais commencer par faire, et désolé pour ceux qui n'ont pas été assez rapides pour prendre la photo, c'est de diviser un petit peu 3 sphères conceptuelles. L'objection de croissance, qu'on peut dater aux années 70, qui était une pensée plurielle, mais assez déconnectée en îlot, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de mouvement, c'était... Voilà, il y avait l'économie écologique à l'américaine de Nicolas Georgescu-Roegen et peut-être d'Herman Daly. Il y avait les philosophies un peu anarchistes de Ivan Illich, la théorie de la proportion bouddhiste d'Ernest Friedrich Schumacher. Il y avait l'écologie politique d'André Gortz. Donc toutes ces choses qui, on va voir un peu plus tard, sont devenues l'armature théorique de la décroissance qui, au début des années 2000, naît en tant que concept. Donc la décroissance soutenable et conviviale, ce sont des autrices et des auteurs au début des années 2000 qui vont se dire « Ah bah tiens, il s'est passé un truc dans les années 70, est-ce qu'on ne pourrait pas ficeler ensemble ces idées pour créer un nouveau concept ?»
Et leur nouveau concept, c'est la décroissance. Donc là, déjà, dans la décroissance, on entend deux choses. On entend déjà cette vieille objection de croissance, qui peut être une objection de croissance écologique, sociale, politique. Quand je dis objection de croissance, c'est toute bonne raison de vouloir critiquer la croissance économique. Et là, bien sûr, ça se place en parallèle avec d'autres théories critiques, les théories marxiennes, par exemple, qui prennent pour point de départ la critique du capitalisme. L'objection de croissance, c'est une autre famille de théories critiques qui prennent comme point de départ la théorie de la croissance, et on va voir que beaucoup de ces critiques se rejoignent. Donc là, on a une petite floraison d'une littérature francophone d'abord, et après italienne et espagnole, sur la décroissance, et ensuite on verra, après les écrits de Jean Gadret, en 2010, le concept aussi de post-croissance. Ça, c'était un petit peu la première vague, qui est aujourd'hui vintage, car le concept a beaucoup évolué. À la fin des années 2000, elle était traduite en anglais, donc c'est devenu degrowth, et on a eu la naissance d'une littérature académique qui n'existait pas dans les années 2000, encore moins dans les années 1970, autour de ce concept un petit peu bizarre, donc de degrowth ou post-growth. Cette littérature, elle était de quelques articles par an pendant les années 2010. Aujourd'hui, là, il y a déjà à peu près une centaine d'articles qui ont été publiés dans des revues académiques depuis le début de l'année 2024. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un foisonnement. Là, dans les bases de données qu'on utilise pour faire des revues de littérature systématique, on a environ peut-être 1000 articles académiques en total. La plupart, et la bonne moitié ont été publiés ces dernières années. Avec donc voilà une littérature qui s'est aussi diversifiée. C'est-à-dire que ça a été investi par des philosophes, elle n'est pas ici, mais je pense notamment à Kate Soper, la philosophe britannique, des anthropologues, Jason Hickel, d'autres personnes vraiment qui ont apporté des points de vue différents. Donc moi, j'ai tendance à défendre que la décroissance comme théorie s'est enrichie d'une certaine manière par cette pluralité. Mais bien sûr, quand on s'enrichit, il y a aussi des petits débats internes. Donc moi, dans Ralentir ou périr, j'ai essayé quand même de prendre certaines décisions conceptuelles, à commencer par une définition de la décroissance que je vais vous montrer, qui fait à peu près consensus pour l'instant depuis la publication du livre, mais qui, moi en tout cas, va me permettre de faire face à ces questions difficiles. Parce que j'ai eu l'impression, en lisant la première vague de décroissance, et même la deuxième, qu'il y avait certaines incertitudes en termes de définition. Et si on n'arrive pas très clairement à savoir qu'est-ce que c'est que la décroissance, on ne peut pas sérieusement se poser des questions très précises sur un régime de retraite, sur l'éradication de la pauvreté, sur des choses pour lesquelles on a besoin d'avoir un point de départ. Donc moi, je propose un point de départ. Je ne dis pas que c'est une définition universelle et la meilleure pour les gouverner toutes. Je dis juste que c'est un point de départ qui peut être critiqué pour avoir un autre point de départ et avancer de manière académique pour que ça soit constructif. Alors, la première des articulations théoriques que j'ai fait dans Ralentir ou périr, c'est de différencier l'objection de croissance un petit peu comme théorie critique. Donc ça, théorie critique qui partirait de l'analyse de ce qu'on peut appeler une économie de croissance. Alors nous, on parle dans la littérature, certains parlent de croissancisme ou d'idéologie de la croissance, l'hégémonie de la croissance, comme dirait l'historien allemand Matthias Schmelzer, pour dire en fait, aujourd'hui, ce qui caractérise nos économies capitalistes pour la plupart modernes, c'est cette obsession de la croissance économique. Et donc l'obsession de la croissance économique, on voit, c'est une économie qui cherche à tout prix à augmenter la production et la consommation. Ça, c'est la base, même si cela se fait aux dépens de la soutenabilité, du vivre ensemble et d'autres choses. Donc là, on identifie quand même quelque chose, et moi j'ai trouvé ça, cette force dans la décroissance, c'est que la critique du capitalisme, elle est puissante, et beaucoup de ces théories de la décroissance en sont inspirées, mais elle vient viser quelque chose qui est quand même un petit peu secret. Parce que ce n'est pas souvent qu'on voit aux infos des entités politiques, des journalistes nous dire « Aujourd'hui, le capitalisme se porte bien ». Non, le capitalisme, c'est un concept qu'on n'utilise pas tous les jours. La croissance, par contre, c'est intéressant parce que c'est un concept qui est à la fois abstrait. On a des théories de la croissance en sciences économiques, on a des travaux empiriques sur le concept de la croissance, mais c'est aussi un concept qui est utilisé par tout le monde.
dans le langage courant. C'est aussi un concept qui s'est formé en imaginaire. On a un récit collectif autour de la croissance et vous pouvez aller demander à des gens qui n'ont jamais étudié l'économie, qui ne savent pas ce que c'est que le PIB, vous leur dites est-ce que vous êtes pour ou contre la croissance, ces personnes vont avoir une opinion. Alors que le capitalisme, bon, c'est déjà un petit peu plus compliqué de savoir qu'est-ce que c'est que le capitalisme. Donc moi, je trouve ça intéressant de développer une théorie critique à partir de quelque chose qui est vraiment institutionnalisé dans le sens où c'est quelque chose qui est enraciné dans un imaginaire. Parce que vous vous en doutez bien, bon, moi je fais de l'économie écologique à la base, donc ce qui m'intéresse, c'est de faire revenir une économie en état d'insoutenabilité, donc une économie dont l'empreinte écologique dépasse la biocapacité des écosystèmes, à un état de soutenabilité. Donc moi c'est ça qui me motive, c'est pour ça que je fais de la théorie critique, et je ne suis pas seulement en train d'observer l'économie de manière complètement objective et empirique, c'est que j'ai un agenda, d'une certaine manière, j'essaie de comprendre les leviers qui nous permettraient de transformer l'économie pour faire baisser l'empreinte écologique. Et à partir du moment où on parle transformer l'économie, on parle transformer un système social, et donc là, on arrive, il faut faire des choix, et ces choix analytiques de comment est-ce qu'on va représenter ce système social, je pense qu'ils peuvent nous permettre de voir des choses qui vont marcher et parfois voir des choses aussi qui ne marcheraient pas. L'économie de croissance, ensuite, deuxième phase, la décroissance. La différence avec, on va dire, la littérature avant qui mélangeait un petit peu les deux, c'est que moi, je sépare vraiment le paradigme de la décroissance, très généralement, donc qui mixe un petit peu cette théorie critique, qui a aussi une utopie de cette société convivialiste, démarchandisée, où l'on travaillerait moins, centré sur les valeurs d'usage et la joie de vivre, avec une relation harmonieuse avec la nature, et aussi certains chemins de transition. Donc tout ça, c'est encapsulé dans le terme décroissance. Moi, j'ai essayé vraiment de les diviser, de dire la décroissance, oui, c'est un paradigme, mais c'est aussi une stratégie. Et la stratégie, on peut la définir de manière beaucoup plus spécifique, comme une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, planifiée démocratiquement, dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. J'ai fait à la mode Fairphone, en modulaire, 5 éléments, la réduction de la production et de la consommation, et ensuite 4 valeurs, soutenabilité, démocratie, justice sociale, bien-être. Je n'ai pas réinventé la roue, j'ai juste fait une analyse d'une centaine de définitions qu'on trouve dans la littérature académique au fil des années, et je me suis demandé comment les gens définissaient la décroissance, et j'ai essayé de trouver une définition qui soit un petit peu plus précise que la définition moyenne, mais qui vienne aussi garder de manière exhaustive toutes ces caractéristiques. J'en parlerai un petit peu plus, mais ça nous permet déjà le premier chantier. Comment est-ce qu'on passe d'une économie de croissance, donc quand je dis une économie, donc c'est un système social qui a été institutionnalisé dans des périodes de croissance, avec l'hypothèse que cette croissance va continuer, et parfois avec le récit que cette croissance devrait continuer. Comment est-ce qu'on passe à une économie qui pourrait décroître, qui soudainement, donc, pourrait produire et consommer moins? Ça, c'est le premier chantier. Comment est-ce qu'on organiserait ce grand régime biophysique qui mène à un deuxième chantier dans cette montagne russe, qui est l'économie de la post-croissance. Donc, dans le livre, j'utilise ces termes un petit peu pour diviser décroissance, transition, post-croissance, destination, pour se poser la question, comment est-ce qu'une économie stationnaire, plus petite, fonctionnerait sur le très long terme? Et ça, c'est important. Dès qu'on va commencer à parler très précisément, par exemple, de financement, ce n'est pas la même chose de financer de manière unique et exceptionnelle quelque chose, par exemple, une transition écologique à un moment T, et de penser à un système de financement, je ne sais pas, d'un service public plus permanent sur le très long terme. Donc là, c'est pour ça que je divise les chantiers pour éviter, en fait, de faire du symbolisme de politique économique et de se dire « Ah bah tiens, ça va être la réponse à tous les problèmes ». Je pense que là, il faut diviser par chantier parce que c'est absolument énorme. Donc voilà, un slide pour résumer un petit peu ces 5 éléments de cette définition modulaire qui me permet aussi d'en ralentir ou périr, de procéder par étapes. Moi, je vois ça un petit peu comme un rectangle de contraintes. C'est-à-dire que la décroissance, la manière dont elle a été théorisée, ce sont des personnes qui se sont dit « Ok, la croissance verte n'a pas fonctionné comme stratégie de transition écologique, et donc nous devons essayer quelque chose d'autre. » Mais cette quelque chose d'autre va devoir être plus efficace. Et l'efficacité, en fait, moi, dans cette littérature, elle se traduit avec ces 4 choses qu'il faut satisfaire. Donc, conceptuellement, si on veut vraiment être rigoureux sur les termes, si on a un pays
disons la Corée du Nord, qui déciderait de réduire ses niveaux de production et de consommation pour alléger son empreinte écologique, et le ferait dans une technocratie ou vraiment une décision très unilatérale, ça ne pourrait pas être qualifié de décroissance parce qu'on perdrait un coin du triangle, j'imagine, celui de la démocratie, et donc avec, j'imagine, celui de la justice sociale et du bien-être. De la même manière, une économie qui serait amenée à produire et consommer moins, par exemple, parce qu'elle se ferait coincer géopolitiquement dans une situation d'embargo, on ne pourrait pas tellement décrire ça comme de la décroissance parce que ça manquerait des contraintes. De la même manière que, voilà, n'importe quel, si vous partagez, je sais pas, les Vélib, c'est pas du communisme juste parce qu'on met quelque chose en commun. On va dire que pour pouvoir qualifier quelque chose de communiste, un système économique, il y a une certaine liste de caractéristiques. La décroissance, c'est un petit peu pareil. Maintenant, c'est un concept quand même précis, on ne peut pas y mettre ce que l'on veut. Alors, j'ai trouvé cette citation dans la saison 4 de You, où donc le personnage principal, un psychopathe... Ah mais non, je spoil. Bon, je spoil pas tellement, mais il entre un petit peu dans ce club de milliardaires anglais à Londres, le Sundry House, et bien sûr, il les déteste, et il se dit, voilà, bon, si ce club venait à exploser, on perdrait sûrement 10% du PIB anglais. Et ça ne serait pas une mauvaise chose. Juste pour vous donner, voilà, le fait que la décroissance ne peut pas seulement être définie par la réduction de la production et de la consommation, parce que sinon la pandémie c'est de la décroissance, la récession c'est la décroissance, un embargo c'est la décroissance, et souvent on verra les critiques qui sont plus des malentendus en fait de personnes qui, je pense, ne sont pas très à l'aise avec la littérature académique sur le sujet, ont un petit peu trop tendance à, dès qu'ils voient quelque chose, une entreprise produit moins, c'est de la décroissance, tiens, quelque chose baisse, c'est de la décroissance, et on rajoute un adjectif. La décroissance agricole, par exemple, de l'extrême droite, ou ça peut être la décroissance de n'importe quoi. Moi, je suis vraiment pour préserver cette rigueur intellectuelle, d'utiliser la décroissance comme un concept vraiment qui vient avec ses propres caractéristiques. Sur l'aspect écologique, alors là, je vous ai trouvé une étude assez récente qui vient calculer quelque chose que vous avez déjà vu, c'est des donuts, vous avez entendu parler, l'économiste britannique Kate Raworth qui a mis ensemble un petit peu le concept de plafond écologique de Johan Rockström et ses collègues depuis la fin des années 2000, et des planchers sociaux, ce qui nous donne donc deux batteries d'indicateurs, et on peut comme ça mesurer un petit peu les performances sociales et écologiques de différents pays, ici d'Europe, que les autrices de ce papier viennent hiérarchiser, à commencer par celui qui est le plus proche de la soutenabilité, dit autrement celui dont le dépassement écologique est le plus petit. Ici, vous voyez, c'est le Portugal. Le Portugal, donc, il est à 129%, il fonctionne à 129% de ses capacités écologiques, comparé à l'Irlande, qui fonctionne à 479% de ses capacités écologiques. Après, on voit aussi les déficits sociaux qui sont beaucoup plus importants en Bulgarie qu'en Finlande, sans surprise. Et moi, c'est juste pour vous dire que la décroissance, avant même qu'on parle d'emploi, de financement, d'inégalité, de pauvreté, il y a cette question de est-ce que l'on peut faire rentrer une économie en croissance, et une économie qui a déjà fait l'expérience de croissance, diront ceux qui ne savent pas conjuguer le verbe croître, qui ont cru pendant des décennies. Est-ce qu'on peut concilier ça avec un retour sous le seuil des limites planétaires ? Soit oui, vous arrivez à démontrer qu'on peut verdir la croissance et même on peut verdir le PIB dans sa taille actuelle, et là, tranquille, il n'y a pas d'urgence pour produire et consommer moins. La sobriété, ça va, pas besoin. Si vous n'arrivez pas à démontrer que c'est possible, moi, dans mes travaux, j'ai essayé de montrer que, justement, les arguments, c'est le rapport découplage démystifié, et c'est encore plus facile de montrer aujourd'hui que la croissance verte n'est pas une stratégie viable de soutenabilité que ça ne l'était en 2018 quand j'ai commencé à écrire le rapport. Si on n'arrive pas à faire ça, on n'a qu'une autre option, c'est de produire et consommer moins. Donc moi, j'essaye déjà, toutes les questions liées au chômage, aux inégalités, c'est des questions administratives. Elles sont fondamentales, mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas financer, je ne sais pas, la sécurité sociale que, ok, bon, c'est pas grave, on va faire de la croissance. Alors non, parce que si on fait de la croissance en dépassement écologique, effondrement des écosystèmes, tout le reste s'effondre.
Donc là, on voit bien les deux chantiers. C'est-à-dire que si nous maintenons dans une situation d'insoutenabilité écologique, au bout d'un moment, ça va craquer. Donc si l'on décide qu'il faut décroître, on l'accepte, il faut décroître. Et là, bien sûr, on peut débattre de combien. Est-ce qu'il faut baisser les niveaux de production et de consommation? Quels biens et services plus précisément? Quelles classes de consommateurs? Quelles entreprises? Et pendant combien de temps? Et là, vous pouvez imaginer que ça dépend un petit peu de la taille du déficit. Donc la décroissance en Irlande, d'après ce papier, elle a l'air plus conséquente que la décroissance au Portugal. Et ensuite, on se pose la question, comment est-ce qu'on fait cette décroissance? Réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique. C'est pour ça que je commence ma définition avec ça. Ensuite, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'elle soit planifiée démocratiquement dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être? Vous voyez un petit peu comment on a deux familles d'objectifs. Et quand on va vraiment faire face aux questions difficiles, il ne faut pas les entremêler. Parce que sinon, ça devient un match de ping-pong interminable. Où moi, je m'en souviens, donc, quand le découplage démystifié est sorti, c'était vraiment la décroissance est inutile parce qu'on peut verdir la croissance. C'était ça l'argument. Donc on débat, machin, absence d'argument d'un côté, je ne dirais pas lequel, blablabla, quelques années se passent, un consensus scientifique s'installe sur l'impossibilité de la croissance verte, et maintenant la critique, elle va se déplacer. Donc les gens disent, oui d'accord, mais la décroissance, elle n'est pas socialement acceptable, c'est ça son problème. Donc là, il y a aussi quelque chose d'intéressant avec la décroissance, vu que c'est un terme détesté, c'est qu'elle concentre énormément de critiques. Ce qui est une force pour un concept académique d'être critiqué tout le temps, parce que vous savez, la science, elle avance par la falsification, donc les scientifiques adorent être critiqués, ça leur donne vraiment des opportunités d'améliorer leur travail. D'ailleurs, on devrait considérer, le travail d'un chercheur, je suis un professionnel, une personne professionnelle dans l'art d'avoir tort. Ça doit être ça un petit peu la recherche, parce que dès que quelqu'un montre que j'ai tort, c'est génial. Collectivement, on apprend et on avance. Mais pour l'instant, moi, j'ai plutôt remarqué qu'il y avait des tentatives, un peu venir tâter les faiblesses. J'allais faire une référence à Jurassic Park, je ne la fais pas. Mais sachez que j'adore les dinosaures. Pourquoi je parle de ça? C'est le soir. Et donc là, des tâtonnements critiques, à droite, à gauche, pas politiques, plutôt de toutes les directions, pour voir un petit peu les faiblesses. Donc je continue. C'est la même étude. Juste pour vous montrer des catégories. Donc cette étude, elle groupe des pays pour montrer qu'on a vraiment affaire à pas une décroissance, des décroissances. Si l'on admet que c'est une stratégie, bien sûr, ce n'est pas une recette unique. Et là, on ne parle que de l'Union européenne. Quand on va parler de la différence, de la décroissance, moi, je l'ai théorisé en fait comme une stratégie principalement centrée sur les pays à haut revenu. Pourquoi? Parce que vous le savez qu'il y a une belle corrélation entre le revenu et l'empreinte écologique. Et donc, vu que la décroissance, c'est quand même un concept qui se spécifie sur ceux qui sont en dépassement écologique, ça a du sens que ça soit principalement aujourd'hui centré sur les pays riches, avec une articulation théorique, décroissance dans les pays du Nord, pour pouvoir permettre un surcroît d'activité économique nécessaire dans les pays du Sud. Et on verra après comment cette articulation fonctionne. Je voulais vous montrer quelque chose d'autre. Avec des collègues, donc je vous ai parlé un petit peu de cette base de données qu'on a avec des textes sur la décroissance. Et on s'est posé la question, que proposent en fait les gens qui parlent de décroissance? Et donc on a compté, ils proposent 530 trucs qu'on a divisés en buts, en objectifs et plus principalement en instruments. Et aujourd'hui, donc je vais vous en présenter quelques-uns parce que quand on fait face à des questions difficiles, en fait pour les répondre, on vient toujours mobiliser des instruments. Et donc, c'est important de savoir un petit peu les instruments qu'on a dans la boîte à outils, parce que on va vite se rendre compte en fait que parfois on fait face à des problèmes pour lesquels on n'a pas d'instrument. Et donc là, c'est des questions de recherche et de créativité politique en général, d'essayer de penser des manières de faire face à ces obstacles. Ce que je vous ai mis en bas à droite, c'est les 10 instruments les plus fréquemment cités. Alors, c'est marrant parce que c'est des instruments, vous allez me dire, qui ne sont pas uniques, qui n'ont pas été inventés à la décroissance. Bien sûr que non. Et d'ailleurs, avec un collègue, Timothée Duverger, on est en train d'écrire un papier sur l'intersection entre l'économie sociale et solidaire et la décroissance. Ceux qui connaissent un petit peu l'ESS vont se rendre compte que beaucoup de ces initiatives, en fait, sont décrites comme étant des structures de l'ESS, que ce soit des coopératives à lucrativité limitée, des monnaies locales, que ce soit même une limitation, un plafonnement des salaires dans les entreprises, des communs.
Moi, ce que j'ai essayé de faire aussi, et bon, ça, c'est pas dans le papier, j'essaie de faire ça pour que ça soit un peu plus digérable. Dans le papier, on divise vraiment avec beaucoup de thèmes, mais ça serait trop long pour un slide, c'est de penser, OK, est-ce qu'on peut aussi faire des chantiers de transition? Et là, j'en ai 3, et je vais vous donner des petits exemples après, juste pour voir qu'on ait au moins des petits exemples concrets qui nous permettent d'identifier après des problèmes. Alors, l'une des premières choses, c'est de faire face à ce que certains appellent des pressions à la croissance ou des impératifs de croissance. J'aime bien le mot diffuse en anglais, qu'on peut traduire par désamorcer. Parce qu'en fait, on a cette économie aujourd'hui qui a cette propensité à croître, qui est l'une d'ailleurs des résultantes de toute économie capitaliste. Et donc, cette croissance, la première chose que l'on peut essayer de faire, c'est de faire en sorte que ça ne dégénère pas. Et par exemple, bon, la publicité, ça fait partie d'une incitation à consommer. Donc, je ne l'ai pas spécifié, hein, mais la croissance, c'est l'augmentation coordonnée de la production et de la consommation. Donc là, on peut déjà diviser les chantiers. À chaque fois qu'on parle de quelque chose, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la production, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la consommation? Il faut toujours que ça aille de pair. Parce que sinon, on se retrouve avec des situations un petit peu bébêtes où on va peut-être décider d'arrêter de produire des SUV, mais on va importer des SUV. Donc là, on a réussi à arrêter une mission de production, mais on a compensé avec la consommation. Le but, c'est vraiment des réductions de production qui viennent influencer des réductions de consommation, qui viennent réinfluencer des réductions de production, et vous avez une économie en fait qui arrive à faire baisser son niveau agrégé. Encore une fois, de manière sélective. Mais l'hypothèse des décroissants dans leur théorie, c'est de se dire que même si on le fait de manière sélective, donc on l'a vu avec des produits spécifiques qui sont très lourds dans l'empreinte écologique, cette réduction sélective, elle va être telle en magnitude qu'elle ne sera pas compensée par les autres secteurs qui vont rester en croissance. En gros, la baisse de production, pour prendre un exemple symbolique, des SUV ne sera pas compensée par l'excroissance du secteur des vélos électriques. Et donc, à la fin de la période, si on venait le mesurer avec le PIB, ce ne serait pas très intéressant, mais si on venait à le faire, on se rendrait compte quand même que l'économie serait devenue plus petite. Ça, c'est une hypothèse de travail de la décroissance. Alors donc, j'en parlais, donc si on venait supprimer la publicité, donc les études empiriques nous montrent assez bien que la publicité, elle crée une incitation à consommer. Surprise, surprise, sinon pourquoi les entreprises en feraient? Et donc, si on venait supprimer la publicité, on supprimerait une incitation. D'ailleurs, en venant aujourd'hui, j'ai vu une belle publicité d'Air France sur un abribus qui venait m'inciter à partir de Biarritz à aller à Washington, en passant par Paris. Et je me suis dit, c'est quand même marrant parce que je peux comprendre que ce soit difficile d'arrêter de prendre l'avion pour certains, mais par contre, c'est assez facile d'arrêter de faire de la pub pour les avions. Là, ce n'est pas quelque chose qui va créer une disruption sociale absolument cauchemardesque. Donc après, il y a d'autres pressions à la consommation. Là, il y en a sur la sphère personnelle. Il y en a aussi sur la sphère de l'entreprise. Donc une entreprise privée à but lucratif qui a, je ne sais pas, fait une levée de fonds auprès d'investisseurs qui demandent des taux de retour très importants, elle se met dans une situation où, oui, elle va devoir être très lucrative. Sinon, finito. Comparé à, je ne sais pas, une coopérative qui a eu accès à des fonds avec un remboursement plus lent et moins prédateur, qui a aussi, je ne sais pas, une gouvernance partenariale avec des objectifs de bien-être, toutes ces choses-là, elle aura une pression à la croissance qui sera moindre. Donc là, nous, ça nous donne des billes en termes de transformation institutionnelle. On se dit, tiens, dans une économie où magiquement toutes les entreprises suivraient les règles de l'ESS, cette économie, elle serait moins amenée à croître dans sa dynamique quotidienne qu'une économie aujourd'hui où l'ESS n'est qu'une petite partie. Et pareil, à l'échelle du gouvernement, et ça j'imagine qu'on y reviendra, si on a des politiques de croissance, c'est même pas, c'est comme ça qu'elles s'appellent, on en parle sans honte, c'est des politiques de croissance, on peut imaginer le contraire, des politiques de décroissance, où là on se dit, à un moment donné, on cherchait la poursuite de la croissance, aujourd'hui, 2 salles, 2 ambiances, on se rend compte que c'est plus, on essaye, au lieu de maximiser vraiment l'augmentation du revenu national, on essaye de minimiser l'augmentation de l'empreinte écologique nationale. Ça ne paraît pas science-fictionnel d'imaginer cette chose-là, c'est même d'ailleurs assez symétrique. Donc là, un gouvernement qui déciderait de faire ça et peut-être se dirait, tiens, pour pouvoir le faire bien, on va aussi regarder, changer d'indicateur. Donc là, on est un petit peu sur la partie décroissance, dans le sens décroître, dirait Serge Latouche. L'objection de croissance, c'est-à-dire le PIB, c'est un indicateur limité, donc on va le changer par des budgets bien-être,
comme a fait la Nouvelle-Zélande en 2019, où il y en a beaucoup d'autres pays qui ont inventé des indicateurs alternatifs. Donc là, on verrait, ça changerait un petit peu la propensité de cette économie à croître. Après, ça ne va pas vous réduire la production et la consommation, pas forcément. Donc le deuxième chantier, limiter les activités. C'est là en fait que la contraction, elle se passe. Et là, il faut se poser la question, comment est-ce qu'on contracte une économie? Malheureusement, il n'y a pas un bouton au ministère des Finances. Donc, il va falloir se poser la question, on la contracte par où? Donc moi, en tant qu'économiste écologique, je pars toujours des budgets biophysiques qu'on a, un budget carbone, par exemple. Ça peut être un budget d'artificialisation possible, un budget eau, des choses comme ça. Et on se pose la question, comment est-ce qu'on vient traduire ces budgets biophysiques en, par exemple, quotas de production? Vous avez vu la discussion sur le plafonnement des vols à l'aéroport d'Amsterdam. Donc des questions un petit peu comme ça, où on peut traduire des budgets biophysiques en seuil maximum de production, contraction. Après, ça peut être des seuils, ça peut être des taxes, ça peut être des quotas. Mais là, on essaie vraiment d'agir avec des instruments qui vont venir contracter la production. Et on l'a vu, pas seulement contracter la production, mais aussi la consommation. Alors, c'est les mêmes thèmes. C'est-à-dire, d'un côté, il faut encourager les producteurs, donc les compagnies aériennes, les aéroports, à faire voler moins d'avions. Et d'un autre côté, il faut aussi encourager les consommateurs à acheter moins de billets d'avion. Donc là, on voit que c'est ça qui fait un petit peu l'originalité de la décroissance, et c'est pour ça que certains la qualifient d'approche systémique, c'est qu'on essaye de faire baisser les deux en même temps. Je vous donne quelques exemples qui ne correspondent pas vraiment à ces trois étapes, mais un petit peu quand même. Donc voilà, donc la publicité aujourd'hui. La dernière étude qu'avait publiée l'Institut Veblen, là, il me semble, en 2022 sur les dépenses publicitaires en France, était assez criante. Aujourd'hui, les budgets publicitaires, ils sont principalement, les dépenses publicitaires, ce sont des grandes entreprises, il y a des grands postes de publicité, la malbouffe. Dans l'automobile, la moitié de la publicité, si je m'en souviens bien, c'est pour les SUV. Donc c'est des choses où on pourrait se dire, enfin, les gens qui travaillent sur les transports nous disent qu'on aurait tout intérêt en fait à minimiser l'usage de la voiture, mais quand on utilise des voitures, à utiliser des voitures plus petites, de préférence électriques, des choses comme ça. Donc on se dit pourquoi est-ce que la publicité en fait nous incite à faire le contraire de ce qu'on voudrait faire? Et bien sûr, on se rend compte de la différence de dépenses entre le budget du gouvernement, le budget de ces multinationales ou même de grandes entreprises. Là, je vous ai mis la SIC comme exemple de coopérative dans le cadre de l'ESS. Les budgets bien-être néo-zélandais et une ressourcerie ou une bibliothèque à outils, celle de Brisbane en Australie, qui est une des manières de désamorcer un impératif de consommation, c'est de partager plus les trucs qu'on a. Si on partage un escabeau par 30 foyers, on n'a pas besoin d'avoir 30 escabeaux. C'est simple. Là, je vous ai mis des petits exemples un petit peu de moments de contraction qui ne satisfait pas la définition de la décroissance, mais qui nous permettent d'imaginer un petit peu ces villes qui éteignent la lumière pour faire face parfois à la pollution lumineuse, la plupart du temps à l'augmentation du prix de l'électricité. Donc là, on voit un petit peu comment on réagit à un budget biophysique, et on va dire, tiens, on va limiter l'activité. Ce moment de fermeture de la 13 qui sera, j'imagine, mon argument le plus controversé de la soirée. Un service de sécurité m'escortera directement de retour à Anglette, de voir un petit peu, tiens, on arrête une activité et on va peut-être même repenser l'espace et cette chose-là qui va devenir quelque chose d'autre. On se souvient peut-être de YouTube et Netflix pendant la pandémie faisant face en fait à tous ces télétravailleurs qui rentraient chez eux pour bosser. En fait, il n'y avait pas assez de bande passante, donc il fallait mieux la partager. Et donc là, rationnement convivial, dirait Mathilde Chouba, d'essayer de se poser la question, ok, Netflix et YouTube, ils vont baisser un petit peu ça pour qu'on puisse faire quelque chose d'autre. Là, c'est un petit peu la même chose. Budget biophysique, il va falloir baisser certaines choses pour pouvoir faire d'autres. C'est du rationnement, ou on peut dire partage, pour être un petit peu moins clivant. Je ne raconterai pas l'histoire de la Chartreuse parce qu'elle est passionnante, mais parce que j'ai déjà justement outrepassé mon budget temps. Je finis avec ce dernier slide d'exemple. Si vous avez des questions sur la Chartreuse, bien sûr, n'hésitez pas à les poser. Pour vous montrer des petits exemples comme ça, les territoires zéro chômeur de longue durée. Je n'avais même pas couvert cette partie du slide, pardon. Sur la troisième, pour vous montrer qu'une fois qu'on a contracté la production, on a tout un chantier, les filets de sécurité. Parce que notre économie, elle est quand même designée pour croître, et depuis longtemps. Donc si on lui demande de faire quelque chose de différent,
eh ben, ça peut créer des petits couacs. Et donc, il faut faire en sorte qu'au niveau de l'emploi, au niveau du financement des budgets publics, au niveau des inégalités, on ait des choses pour contrebalancer. Et aujourd'hui, on va beaucoup parler de ces obstacles. Donc, c'est une partie du chantier. Et là, je vais vous montrer quelques exemples pour faire face à un changement massif de personnes qui vont travailler dans des secteurs pétrolifères, donc ces secteurs décroître, vont aller travailler autre part, de reformation, des territoires zéro chômeur de longue durée, peut-être même des propositions de garantie de l'emploi, de partage de travail à travers des réductions du temps de travail. Ça peut être aussi des instruments un petit peu plus exotiques. Là, je vous ai mis le Furai Kipu, c'est une monnaie complémentaire japonaise qui a été créée dans les années 90 pour organiser les services de soins à la personne, aux personnes âgées. Donc là, c'est des systèmes de réciprocité, c'est un peu un couchsurfing du soin à la personne, juste pour montrer que dans ces situations, en fait, il va falloir, à partir du moment où l'économie, on lui dit, ce système ne va plus fonctionner, il faut lui trouver une alternative pour que l'économie elle puisse continuer à faire ce qu'elle devrait faire tous les jours, c'est-à-dire organiser de manière parcimonieuse la satisfaction des besoins. Et Zurich, pourquoi est-ce que j'ai mis cette jolie petite rivière où l'on peut se baigner à la différence de certains fleuves français ? Bam ! Non, je pense que c'est ça l'argument le plus controversé de la soirée, de se dire, tiens, aussi filet de sécurité, il faut penser à la satisfaction des besoins. Okay ? Et là, c'est un jonglage de se dire, est-ce que la cessation de certaines activités, en fait, comment est-ce qu'on fait en sorte que les moyens de satisfaire un besoin de mobilité qui ne peuvent plus être satisfaits par le Super Defender qu'on avait à Paris, trouver une alternative à ces besoins de mobilité et bien sûr dans une perspective aussi de redéfinition et de redéfinition critique du besoin même de mobilité. J'arrête, passons aux questions difficiles, je tremble de peur. Que tu dises que tu aimes être challengé. Je regrette déjà. Mais je suis sympa, je vais commencer par une question très facile, okay. Mais qui est vraiment contre-intuitive. Première question, c'est pourquoi et comment le chômage peut-il diminuer dans une économie en décroissance ? Parce qu'a priori, la plupart des gens sont convaincus qu'il est absolument impossible de faire diminuer le chômage dans une économie en décroissance. Alors ça, en effet, c'est assez facile. Parce que le chômage dépend de quoi ? Il va dépendre du nombre, on va dire, du nombre de personnes déjà, de la durée du temps de travail et de la productivité horaire. Donc à partir de là, si aujourd'hui on entre en décroissance et on va dire, allez, on produit à moitié moins, vraiment le PIB français coupé de moitié, mais d'un coup, toutes les personnes qui travaillent aussi à moitié moins. En fait, rien n'a changé. Personne ne se retrouve au chômage. C'est proportionnel. Ou pareil, si tout le monde, on produit de moitié moins, tout le monde travaille le même nombre d'heures, mais on travaille 2 fois plus lentement. Le chômage n'a pas bougé. Ce que je vous dis, ça paraît un petit peu absurde, mais quand on pense, par exemple, à la transition d'une agriculture industrielle, on utilise beaucoup de machines, beaucoup d'engrais, à une agriculture inspirée par la permaculture, une agroécologie qui va être beaucoup plus intense en travail humain, ça veut dire en fait que la productivité horaire va baisser. Il faudra beaucoup plus d'heures de travail pour produire la même quantité. Alors bien sûr, cette baisse de la productivité travail, elle va se faire au profit d'une augmentation de la productivité écologique, on va dire, parce qu'on aura un mode de production qui sera plus respectueux des écosystèmes et donc qui sera plus viable sur le long terme. Donc, alors bien sûr, ça, c'est-à-dire que si aujourd'hui on part d'un point de départ où il y a déjà un chômage important, c'est-à-dire qu'il faut non seulement faire en sorte qu'il y ait un changement soit de la productivité horaire, soit du temps de travail qui soit proportionnel au volume de décroissance, mais qui soit aussi plus important que ce volume de décroissance pour permettre d'intégrer les personnes qui sont aujourd'hui exclues du travail. Donc ça, il faut prendre ça en compte. À l'heure actuelle, personne n'a fait le calcul pour savoir ce qui allait se passer. Si on prend tous les secteurs où on se dit, tiens, ceux-là, ils vont décroître, ils ont ce nombre d'employés qui travaillent, ce nombre d'heures, donc ça va être dégagé. Dans ces secteurs, on va avoir besoin de beaucoup plus de main-d'œuvre. Tac, 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 qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que ça nous donne un chiffre ?
à quoi ressemblera la semaine de travail pendant une période de décroissance? La réponse, c'est on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en théorie, le lien entre croissance et chômage, il n'est pas systématique. Alors je sais que les économistes néoclassiques ont un petit peu tendance à parler d'une loi naturelle et à nous dire, ben voilà, forcément, la croissance va générer de l'emploi, et l'emploi en lui-même va générer la croissance. D'ailleurs, ça va dans les deux sens. Mais là, il faut imaginer que moi, j'aime beaucoup faire redescendre ces concepts un petit peu abstraits à une échelle beaucoup plus concrète et de se dire, voilà, déjà, le travail, ça va bien au-delà de l'emploi salarié. Donc, il faut se dire ça en compte. Quand on travaille en décroissance, c'est vrai que la décroissance a beaucoup été inspirée par l'économie féministe, qui a une vision de l'économie en fait, qui dépasse de l'économie monétaire, où on regarde ce qu'on appelle la sphère de la reproduction sociale. C'est-à-dire tout ce qui se passe en dehors du lieu de travail, qui est important pour donc, la reproduction sociale, pour le fonctionnement de la société. Et en fait, certaines économistes féministes se sont rendues compte, et je reprends ça dans Ralentir ou périr, que se concentrer un petit peu sur la production monétaire, ça veut dire parfois qu'on délaisse la reproduction sociale. Et donc là, on peut dire aussi, la décroissance, ça veut dire on travaille moins dans la sphère de l'emploi salarié, mesuré par le PIB, le chômage et tout ce qu'on a aujourd'hui, mais on va réinvestir ces heures dans des activités de reproduction sociale qui ne seront ou partiellement ou pas monétarisées. Donc là aussi, ça vient complexifier cette question de la semaine du temps de travail qui devient difficile. Mais en tout cas, je pense que la réponse simple, c'est qu'il n'y a pas de règle générale qui ferait que forcément décroissance égale chômage ou croissance égale emploi. Bon, c'était facile, effectivement. Autre question facile, après ça va être plus ardu. Pourquoi et comment la pauvreté peut-elle diminuer dans une économie en décroissance alors que nos autorités, notre ministre de l'économie, le président, ont dit exactement le contraire? Ça me permet de recommander un livre qui vient de sortir fraîchement. Vous pouvez le voir, c'est celui qui est tout en bas à droite, Olivier de Schutter, donc La pauvreté de la croissance, The Poverty of Growth, qui était le rapporteur spécial aux Nations Unies sur l'éradication de la pauvreté. Donc quand même quelqu'un spécialiste de sujet auquel on devrait faire plus confiance, je pense, qu'à certaines personnalités politiques qui parlent un peu rapidement sur ces sujets. Troisième opinion controversée du soir. Et que nous dit Olivier de Schutter? Et il développe un argument que moi aussi j'ai évoqué dans le livre, c'est que l'éradication de la pauvreté, en fait, c'est assez facile. Il suffit juste de donner accès aux personnes qui aujourd'hui n'ont pas accès aux biens et services dont ils ont besoin pour pouvoir vivre décemment. Donc la pauvreté, c'est une question d'accès. Ensuite, on peut diviser deux situations. Soit cette pauvreté, elle résulte d'une rareté absolue. Il y a certains pays où des gens n'ont pas accès à l'eau potable parce qu'il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas les infrastructures qui permettent justement de purifier de l'eau. Et il y a des gens dans d'autres pays qui n'ont pas accès à l'eau potable, je ne sais pas, parce que l'eau est trop chère. Donc là, dans les pays riches, vous vous souvenez, j'avais quand même spécifié que la décroissance était une stratégie de régime biophysique pour les pays à haut revenu. C'est très rare de voir des pauvretés liées à des raretés absolues. Enfin, pensez un petit peu à la pauvreté en France. Quand on pense à la pauvreté en France, on pense à, bien sûr, la malnutrition, la faim, de ne pas avoir accès à un logement ou ne pas avoir la sécurité du logement, être exclu du marché de l'emploi, toutes ces choses-là. Ce sont des choses, ce n'est pas dû à une pénurie de logement, une pénurie de nourriture, une pénurie de toutes ces choses dont ces personnes auraient besoin pour augmenter leur capacité. Donc là, en fait, moi j'ai un petit peu tendance à dire, et Olivier de Schutter dit la même chose, que la croissance, elle n'est pas nécessaire pour éradiquer la pauvreté dans des pays où la pauvreté est juste une histoire de distribution. Donc là déjà, c'est clair et net. D'ailleurs, Olivier de Schutter, dans son livre, est beaucoup plus ambitieux parce qu'il vient critiquer la croissance comme une stratégie donc inefficace de lutte contre la pauvreté et même une stratégie qui aggrave parfois la pauvreté. La France est un cas d'école parce que la pauvreté y augmente depuis des décennies, malgré une croissance.
Croissance faible, certes, mais malgré la croissance économique. Ce qui montre bien que de la même manière qu'on n'a pas... croissance ne veut pas dire forcément ça crée des emplois, et encore moins des emplois de qualité qui arrivent à ceux qui sont exclus du marché de l'emploi, la croissance ne peut pas forcément dire que chaque mois, parce que l'économie dans son ensemble a augmenté en termes de volume de revenus, les personnes les plus pauvres vont recevoir une notification, très bien, votre salaire a augmenté de X%. Ça ne marche pas comme ça. Les gains de la croissance, en fait, ils sont partagés. Et ce partage, il est inégal. Tout le monde le sait, on connaît maintenant tous les travaux de Thomas Piketty. Et Olivier de Schutter, lui, il développe vraiment un argument sur la croissance globale. Lui, vraiment, de manière ambitieuse, il montre que même la croissance n'est pas une stratégie pour les pays du Sud. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus subtil que ça, mais il peut montrer que cette espèce de course à la croissance, ça peut les mener dans une impasse, par exemple, de construire des économies très centrées sur l'extraction des ressources et leur exportation. Donc, la croissance n'est pas une réponse miracle. Et surtout, voilà, je voulais en venir à ça. Il y a des mécanismes, si on vient penser l'économie comme la satisfaction collective des besoins. Donc, vraiment, moi, j'aime beaucoup cette approche du provisioning system, un système d'approvisionnement. L'économie, c'est ce truc qui permet de créer des biens, de transformer les ressources naturelles en biens et services et les allouer vers des gens qui peuvent utiliser les choses pour satisfaire des besoins. Ce qui mène donc au bien-être. C'est ça un petit peu le processus économique. Et donc aujourd'hui, si on a une croissance, par exemple, je fais les choses très schématisées, on a une croissance dont les gains vont être principalement appropriés par ceux qui sont déjà riches, donc très éloignés de la pauvreté. Qu'est-ce qu'ils vont faire? J'ai vu des pubs en arrivant ici, ils vont faire de l'investissement locatif. Apparemment, c'est un petit peu ça, all the raging fire these days. Donc, ils font de l'investissement locatif. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée une spéculation sur l'immobilier qui va renchérir l'accès au logement pour ces personnes qui ne sont pas propriétaires parce qu'elles n'ont pas de patrimoine, qui sont, je vous laisse deviner, donc des personnes qui sont le plus proche de la pauvreté. Donc là, on voit, c'est marrant, hein, on a une croissance qui vient créer, en fait, exacerber un petit peu le problème de l'accès. On aurait pu donner l'exemple, je ne sais pas, des grands groupes pharmaceutiques à but lucratif qui aussi font pression pour maintenir ou augmenter le prix des médicaments et créer un problème d'accès. Donc là, on voit en fait, ce n'est pas des problèmes de croissance, pas croissance, c'est des grands problèmes d'économie politique, de se dire, tiens, comment est-ce qu'on organise l'accès, l'allocation. Moi, quand je fais de l'économie, j'ai toujours ces 5 étapes: extraction, production, allocation, consommation, élimination. Et là, la pauvreté en France, ce n'est pas un problème d'extraction, d'élimination, de production, de consommation, c'est vraiment un problème d'allocation. On a les trucs, mais ils ne sont pas au bon endroit. Très bien. C'était facile, effectivement. Maintenant, question beaucoup plus délicate. Je pense qu'on est d'accord que la consommation est très liée au pouvoir d'achat. Or, aujourd'hui, on a des discours assez contradictoires, on va dire, puisqu'on dit il faudrait réduire notre consommation, et c'est un discours qu'on entend même qui est assez généralisé, même dans des sphères qui continuent à croire à la croissance, ils disent aussi qu'il faudrait réduire notre consommation. Soit. Et puis dans le même temps, on a des syndicats, notamment, qui demandent en permanence une revalorisation des salaires. Et puis on dit dans la fonction publique que les salaires ne sont pas assez élevés. Tu vois un peu le côté délicat de la question. Ouais. De la même façon, les pensions de retraite, si on regarde un comparatif au niveau mondial, je crois que les pensions de retraite, les revenus des retraités, pour être plus précis, les revenus des retraités en France sont parmi les plus élevés au monde. Pour plein de raisons, mais notamment parce que les pensions sont calculées de façon proportionnelle. Alors que dans beaucoup de pays, en fait, il y a une sorte de pension de base qui est versée à tout le monde, et puis après, chacun se débrouille à épargner, etc. Donc, question, effectivement, est-ce qu'il va falloir commencer à avoir un discours pour dire on va être obligé de réduire le pouvoir d'achat pour un certain nombre de catégories, et comment faire passer le message? Ok. Alors, quand on fait de l'économie, consommation et production, c'est toujours lié. Donc moi, je ne comprends pas déjà pourquoi on parle toujours de pouvoir d'achat, mais personne n'a jamais parlé de pouvoir de vente. Pourtant, c'est pareil. Les consommateurs cherchent à maintenir un certain pouvoir d'achat, une capacité à acheter des trucs, mais les entreprises défendent aussi la capacité à vendre des trucs.
Donc là, on a des intérêts. Donc là, et derrière ça, avant même qu'on parle de salaire, de revenus, de richesse, de pouvoir d'achat, d'inflation, le problème, il est simple. Il y a une catégorie de personnes qui sont très proches de la pauvreté, ou qui sont déjà dans la pauvreté. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas, dans leur situation actuelle, avec leur patrimoine actuel, leur revenu actuel, leur salaire actuel, à avoir accès à ces biens et services qui leur permettraient de vivre une vie décente. Ces personnes-là, si on prend une vision d'anthropologue, ils ne veulent pas une augmentation de leur pouvoir d'achat. Ils vont pas manger un billet de 10 € supplémentaire à la fin du mois. Ils veulent avoir un accès à plus de ces biens et services qui leur permettraient justement d'augmenter leur capacité, donc le concept d'Amartya Sen, donc d'avoir cette vie décente pour pouvoir vivre bien. C'est ça. Donc là, déjà, on voit, il ne faut pas tout de suite rusher et se dire « Ah oui, il faut absolument maximiser leur pouvoir d'achat ». Comme ça, ils peuvent ensuite aller donner cette monnaie sonnante et trébuchante à des multinationales avec des prix qui, justement, abusent d'un pouvoir de vente. On a vu, par exemple, l'industrie pharmaceutique abuse d'un pouvoir de vente. Je pense que certains secteurs qui ont été privatisés, donc donnés à des entreprises à but lucratif, ont aussi abusé d'un pouvoir de vente. Aujourd'hui, on remunicipalise beaucoup la gestion de l'eau, après s'être rendu compte que donner ce pouvoir de vente à des entreprises à but lucratif, elles l'utilisent, elles en profitent. C'est normal, c'est dans leurs ADN. Si on est une entreprise à but lucratif, on va chercher la lucrativité. Et là, de se dire, tiens, non, on reprend contrôle de ça, ça permet d'avoir une approche centrée sur le pouvoir de vivre, donc l'accès à l'eau, plutôt que sur le pouvoir d'achat, en prenant pour hypothèse forcément que ce bien va être vendu par une entreprise. Donc là, par exemple, si dans des propositions type revenu de base, mais à la sauce décroissance, je pense notamment à la dotation inconditionnelle d'autonomie de mon collègue Vincent Liéget, où il se dit le revenu de base, c'est un petit peu donner du cash aux individus pour que ces individus, en gros, pareil, si vous êtes locataire, vous allez donner ça à vos propriétaires qui font de l'investissement locatif. Si vous êtes malade, vous allez donner ça à des industries pharmaceutiques. Si vous avez envie de vous nourrir, vous allez donner ça, ça va finir dans les marges d'un supermarché. Si vous avez envie de vous déplacer, ça va finir dans des bénéfices chez Total. C'est pas ultra ouf, sachant qu'en plus, tous les bénéfices de ces secteurs-là vont être réutilisés pour approprier des nouvelles ressources et ensuite vous forcer un pouvoir de vente, vous contraindre à devoir encore augmenter votre pouvoir d'achat. Donc là, il faudra donner encore un revenu de base et le cycle recommence. C'est ce que le géographe David Harvey, un géographe marxiste, il appelle l'accumulation par la dépossession. On vous dépossède de quelque chose, par exemple l'accès à l'eau super propre de la rivière à Zurich, et vous êtes dépossédé de cette chose, vous allez devoir maintenant payer un accès à la piscine pour pouvoir satisfaire un besoin. Voilà, on pollue votre puits d'eau, vous allez devoir acheter des bouteilles en plastique. Accumulation par la dépossession. Le contraire, on peut faire une sorte de désaccumulation par la mise en commun de certaines infrastructures. On reprend contrôle de l'eau, on dépollue la rivière, ça nous permet de fermer la piscine. Donc là, cette question, je pense que c'est un argument qui devrait être assez vendeur chez toutes ces personnes, en fait, dont la détresse est vraiment liée à l'accès à des choses concrètes. Quand on fait ce qu'on appelle des inventaires de besoins, vous vous posez la question, de quoi ai-je besoin pour vivre une vie décente ? En fait, on va dire des choses très concrètes. Et ensuite, on se pose la question de comment est-ce qu'on peut organiser l'accès à ces choses-là. Et là, on se rend compte très souvent, comme je l'ai dit avant, qu'on n'a pas des problèmes de production, mais des problèmes d'allocation, et qu'on fait face à en fait, des situations de monopole ou de quasi-monopole, des impasses de marchandisation où on a marchandisé quelque chose et en fait, on se retrouve un petit peu en otage. Je vais vous donner mon exemple favori. Je suis à deux doigts d'enlever ma veste tellement c'est un exemple qui m'énerve. C'est celui de la privatisation des revues scientifiques. Ceux et celles qui travaillent ici à l'université savent que quand vous publiez un article, vous publiez dans une revue académique, donc relue par les pairs, qui avant était gérée historiquement par les bibliothèques universitaires. C'est ce qu'on appelle un commun, c'est un peu l'équivalent de Wikipédia pour les chercheurs. D'ailleurs, tout c'est du travail bénévole, c'est-à-dire que la revue par les pairs, c'est bénévole, les éditeurs de ces revues, c'est bénévole, et bien sûr, les autrices et les auteurs, c'est bénévole. Sauf que ces journaux, ils se sont fait racheter par des entreprises à but lucratif qui se sont dit, mais attends, ils font tout ça gratuitement, là, les bolos, on va les faire payer pour leur propre travail. Et aujourd'hui, la situation est véridique. Les universités doivent chaque année payer à des entreprises comme Elsevier des frais d'accès exorbitants
et en augmentation sans parallèle dans l'histoire du capitalisme moderne, c'est l'une des plus hautes marges de l'histoire du capitalisme, pour avoir accès à leurs propres recherches. Alors que l'intégralité de ces recherches est financée donc par des fonds publics, parce que moi, quand j'écris, je suis payé par l'université. Quand je relis les articles de mes collègues, je suis payé par l'université. Et quand j'édite une special issue, je suis payé par l'université. Mon université qui doit donc payer pour avoir le résultat. Donc là, on se dit, oui, mais il faut financer la recherche, on veut avoir accès à plus de connaissances. Et donc, il faut qu'on génère des fonds pour pouvoir payer et faire face à l'augmentation des prix d'Elsevier. Ou on peut juste se dire, non, en fait, ce qu'on va faire, c'est plutôt on va exproprier une entreprise, un secteur qui, au fil des années, pour des raisons politiques, a réussi à approprier, à travers une stratégie d'accumulation par la dépossession, quelque chose qui devrait être traité un petit peu comme un bien commun. Là, je parle, c'est assez facile quand on parlait de l'eau, du climat, des ressources naturelles ou des ressources scientifiques. C'est quelque chose qu'on pourrait vraiment qualifier de bien commun. Et donc là, on voit que ça nous donne un petit peu un raccourci. On se dit, on réapproprie cette chose-là. Donc, en fait, on enlève un petit peu les profiteurs, ce qui fait qu'on peut garantir un accès, ce qui fait qu'en fait, ça désenchérit, ce n'est pas un verbe, mais collectivement, en fait, ça veut dire qu'on peut se permettre d'avoir accès à plus de choses, le pouvoir de vivre augmente, même si le pouvoir d'achat est moindre, et je finirai avec cet exemple. Je ne vous l'ai pas montré, mais l'immobilier à Vienne, moi c'est mon exemple favori. Donc quand on compare des villes où il y a une majorité de logement social avec des villes où le logement social est très minoritaire, c'est des dynamiques différentes. Et bien sûr, c'est des niveaux de loyer qui sont différents. Mais l'accès au logement, c'est le même. Les maisons, c'est le même. Les mètres carrés, c'est les mêmes. Les toits, c'est les mêmes, à peu près. Donc là, on se rend compte que si, théoriquement, on prenait Paris et on mettait un plafonnement des loyers vénère en mode coopératif d'habitat, bien sûr, les maisons à Paris resteraient, ce serait la même chose, mais l'organisation serait différente. Et sûrement, ceux qui ont accès à la propriété ou à l'usage des logements parisiens, ça changerait un petit peu le mix. Donc là, on voit très bien que théoriquement, il y a des moyens de conserver un pouvoir de vivre ou même d'augmenter un pouvoir de vivre, parce que si toutes ces sphères un petit peu hyper marchandisées devenaient des communs, là, on pourrait garantir un accès à ceux qui n'ont pas le pouvoir d'achat de pouvoir se le permettre. Donc moi, je pense qu'on peut même concilier cette chose-là, c'est-à-dire augmenter le pouvoir de vivre tout en faisant baisser les niveaux de production et de consommation monétaire. Alors ça tombe très bien, puisque je voulais aborder la question des dépenses publiques, du financement des dépenses publiques. On peut imaginer, dans la décroissance, d'augmenter les taxes et les impôts, notamment sur les plus riches, ce qui, certains nous diront, permettra de financer la sécurité sociale, les services publics, etc. Sauf que les recettes, si elles sont toujours basées sur les ventes dans l'économie marchande, elles vont continuer à régresser. Et donc, une question qu'on peut se poser, c'est, au fond, est-ce que ce n'est pas absurde que l'éducation ou la santé soient financées en fonction du nombre de ventes de voitures ou d'avions ou de vélos? Est-ce qu'on ne devrait pas imaginer un autre système de financement qui soit autonome en quelque sorte et où on soit en capacité, effectivement, par exemple, de créer de la monnaie pour financer directement tout ce qui est indispensable, et notamment, par exemple, des logements sociaux. Ok. Donc ça, je pense que c'est l'une des questions les plus difficiles, vraiment. Qui est vraiment, aujourd'hui, qui occupe certains chercheurs. Il n'y a pas de réponse clé en main et de punchline que je pourrais vous donner qui résoudrait ce problème. Je pense que c'est quelque chose qui est véritablement compliqué. Moi, je peux juste vous inviter un petit peu dans un mode de pensée que j'ai développé déjà pour changer l'angle d'approche du problème. Parce que là, on fait face en fait à deux arguments qui disent deux choses différentes. Le premier, qui est défendu par une vision économique traditionnelle, c'est qu'en effet aujourd'hui, le budget de l'État se finance à travers quelques centaines d'impôts qui sont levés sur l'activité monétaire mesurée par le PIB. La taxe sur la valeur ajoutée, par exemple, qui constitue à peu près la moitié du budget de l'État français, elle est assez mécaniquement liée à la quantité de choses que l'on va produire et vendre. Donc là, en effet, ça nous amène à se dire, si l'on veut que l'État, par exemple, investisse, donc finance un surcroît d'activité, alors on va dire construire des pistes cyclables, il faut trouver l'argent quelque part. Mais cet argent, il ne peut qu'être trouvé
qu'en taxant des activités monétaires existantes. Donc on peut par exemple se dire, et certains là, se disent, bah tiens, pendant un moment, il va falloir vendre plus de 4x4. Plus on vend de 4x4, plus on finance le budget de l'État à travers la TVA, par exemple, ou un impôt sur les profits, sur les revenus et toute la batterie de taxes qu'on a, plus ça nous permettra en fait d'investir dans des pistes cyclables. Alors, moi, je pense que ce raisonnement est faux. Et voilà pourquoi. Ce raisonnement, il fait l'erreur de ne regarder l'économie comme un territoire monétaire. Avant d'être un territoire monétaire, l'économie, c'est un territoire qui est animé par des flux de temps, d'énergie et de matière. Quel que soit le type d'économie, l'économie, elle est forcément animée par du temps, de l'attention et des efforts des humains, et de l'énergie et de la matière. Et là, quand on essaye de développer le même argument avec ces trois agrégats, on voit qu'on arrive au contraire. Par exemple, si je veux construire plus de pistes cyclables, il me faut de l'énergie, il me faut du temps de travail et il me faut des matériaux. Mais si je veux construire plus de SUV, il me faut plus de temps de travail, plus d'énergie, plus de matériaux. Mais si je suis en dépassement écologique déjà et que j'ai un budget limité, là, c'est-à-dire qu'il faut utiliser plus d'énergie et de matériaux pour pouvoir utiliser plus d'énergie et de matériaux. Vous vous rendez compte un petit peu de la contradiction ici? Donc là, on voit que quand on regarde des euros, on a un argument qui fonctionne. Quand on regarde l'énergie et le matériau, on a un argument qui montre le contraire. La question après, c'est quelle est la théorie la plus solide? Moi, j'ai tendance à dire, et c'est ma grande critique de l'économie néoclassique, qu'une théorie économique qui regarde l'économie à partir donc, de son usage du temps, ça c'est l'aspect économie féministe, les 24 heures, qui est une constante, et l'usage de l'énergie et des matériaux, donc du flux biophysique qui traverse les économies, et ensuite de regarder bien sûr les choses qui se traduisent en travail salarié, en service monétaire, mais pas que. C'est une vision plus englobante et systématique que l'économie qui commence, je ne regarde que les euros. Et donc je pense qu'on devrait privilégier la seconde théorie et admettre que la première est fausse, car elle ne regarde en fait qu'une petite partie, que la trompe de l'éléphant. Et donc, déjà là ensuite, une fois qu'on a déblayé ça, on peut se dire, ok, une entreprise, une économie en décroissance, qu'est-ce qu'elle va faire? Les secteurs qui vont décroître, ils vont libérer déjà du temps de travail. On l'a vu. Ce que certains appellent du chômage, le chômage, en fait, on peut appeler ça aussi de la libération de temps de travail disponible. C'est la même chose. Donc, si aujourd'hui on venait fermer l'industrie de la publicité, on aurait d'un coup plein de gens très créatifs qui se retrouveraient avec des neurones disponibles pour faire d'autres trucs. Pour eux, c'est pas cool s'ils tombent dans la pauvreté, mais si on a vu qu'on a des filets de sécurité pour éviter ça, du point de vue de la transition écologique, c'est une force parce que ça nous donne des ressources disponibles. De la même manière, si on arrive à fermer, arrêter de produire, renoncer à produire des biens et des services qui sont très intenses en énergie, très intenses en sol, très intenses en eau, ça libère aussi une partie des budgets biophysiques qu'on peut utiliser pour faire un autre truc. Donc moi, j'ai un petit peu tendance à dire que justement, la décroissance, elle va augmenter le pouvoir d'agir d'une économie dans son ensemble. Ensuite, parce que tu as complètement raison, aujourd'hui, donc on a ce système fiscal qui a été construit avec l'État-providence pendant des périodes de croissance, donc très centré sur le monétaire. Donc il faut se dire, ok, qu'est-ce qui fait l'État? C'est un mécanisme d'allocation. Il va taxer des trucs ici, sous la forme de la monnaie, pour les déplacer là. Mais il pourrait faire la même chose, prendre des heures de travail, de l'énergie, des matériaux ici, pour les mettre ici. C'est un petit peu la même logique. Il vient déplacer un petit peu des richesses. Donc là, on se dirait, le nouveau système fiscal, il faut l'imaginer déjà, avant de parler d'euros, en termes de transfert de richesses de la manière la plus générale possible. OK ? Et une fois qu'on a fait ça, on se rend compte que en fait, la décroissance ne veut pas dire, ou l'économie stationnaire, la mort de l'État-providence. Ça veut juste dire que vu que l'activité économique, elle sera beaucoup plus plurielle, on l'a vu si ce n'est que la division entre activité de reproduction sociale et activité de production monétaire. Pareil, il y aura peut-être besoin de politiques de redistribution liées, régionales, en termes de classe, liées à des activités de reproduction sociale. Il y aura peut-être des régions où des personnes auront développé des systèmes très efficaces pour prendre soin de leurs aînés avec, des coopératives très développées, des monnaies locales, des systèmes de redistribution et des territoires où ça ne sera pas le cas. Et là, l'État,
Elle peut faire en sorte que la richesse créée quelque part peut être partagée avec quelque chose d'autre. Et là, on voit que cette richesse, elle n'est pas forcément monétaire. Et c'est ça que je veux montrer un petit peu avec la décroissance. C'est pour ça que dans ma thèse, j'appelle ça une déséconomisation. C'est-à-dire que cette ordre de grandeur entre l'économie monétaire et l'économie extra-monétaire, elle va changer. Donc l'économie monétaire va décroître, mais l'économie extra-monétaire ne va pas croître complètement, mais va y avoir certaines activités qui vont se démarchandiser, qui vont passer d'un côté monétaire à l'autre partie démarchandisée. Ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, c'est organiser le partage de manière systématique, c'est-à-dire à l'échelle nationale. On sait le faire à l'échelle d'une municipalité, d'une famille. On a des canaux de dons, de réciprocité, ça on sait faire. Mais l'État-providence, il a été construit vraiment ancré et organisé autour d'une économie de marché, d'une économie capitaliste de marché. Et aujourd'hui, il va falloir se poser la question, à quoi ressemblerait l'économie-providence ancrée sur une économie convivialiste, une économie des communs, une économie post-capitaliste, d'une certaine manière. Et je termine juste pour dire que des propositions sont nombreuses, et même on n'a pas besoin d'être l'économiste le plus radical c'est la même chose. Vous vous souvenez de Thomas Piketty, qui est quand même assez respecté en économie traditionnelle. Lui, qui se dit, on peut très bien financer un État-providence avec une petite taxe au revenu patrimoine, et hop, on n'a pas besoin d'avoir des taxes régressives sur la consommation. On peut l'imaginer. Ça aussi, on pourrait prendre le système fiscal, et c'est d'ailleurs la première étage vous vous souvenez des instruments de la décroissance, là, dans le papier. Je reviens juste à ça, comme ça vous pouvez regarder en attendant. Et il y a des personnes qui disent la première étape, avant même de repenser le système fiscal, c'est d'identifier les impôts qui sont très dépendants de la croissance. La TVA, c'est un exemple ultra dépendant, et d'autres qui sont moins. Par exemple, les taxes sur les ressources naturelles. Là, on voit que c'est plus indirect. Les taxes sur la propriété, les taxes foncières. Les taxes foncières, elles ne dépendent pas de la croissance économique. Donc là, on voit déjà si on peut swifter un petit peu. Et bien sûr, non seulement changer, donc privilégier les taxes qui sont un petit peu indépendantes du niveau du PIB, comme ça pendant la transformation, cette période de transition, elles ne seront pas trop dérangées, et aussi bien sûr repenser la progressivité de ces taxes pour accompagner l'aspect de la justice sociale. Est-ce que c'est considéré comme acceptable ou Alors, on va bientôt passer la parole au public. J'ai une dernière petite question, et j'espère que parmi vous, il y en a qui poseront des questions sur la question internationale. C'est que moi, je pense qu'aujourd'hui, une des raisons pour laquelle aucun État ne se lance dans une politique de décroissance, c'est notamment à cause de la façon dont ils sont financés, et notamment à cause de la dette publique, puisqu'ils sont endettés auprès des marchés financiers, et que la dette publique, c'est souvent des obligations à 30 ou 40 ans. Et donc, ça veut dire que l'État doit promettre que dans 30 ou 40 ans, il est capable de rembourser sa dette. Et c'est assez difficile d'imaginer que s'il n'y a pas de croissance, effectivement, ils en soient capables. Et donc, je pense qu'il y a un verrou à faire sauter à ce niveau-là. Et du coup, ma question, c'est est-ce qu'on ne va pas être obligé de faire une réforme du mode de financement de l'État au niveau international, c'est-à-dire une sorte de grand Bretton Woods? Je me suis bien cassé la tête sur cette question pendant ma thèse. Je l'ai retournée dans tous les sens. Et c'est vrai que théoriquement, c'est impossible de faire une transition de décroissance comme ça, et surtout ensuite de maintenir une économie stationnaire sans une réforme conséquente, voire révolutionnaire justement, de la manière dont la monnaie est créée et détruite. Donc on ne peut pas y couper. Il y a pas mal de propositions. D'ailleurs, je vous conseille 2 livres qui sont sortis récemment, Le pouvoir de la monnaie et La dette au XXIe siècle, qui chacune détaille une proposition de réforme monétaire. Là, on l'a vu, vous vous souvenez quand je vous parlais d'impératif de croissance, une entreprise, pareil, qui va faire appel à des actionnaires ou des investisseurs privés qui vous disent moi je veux un taux de retour à 2 chiffres, donc tu te démerdes, mais tu les vends les trucs. Et un État, c'est pareil. S'il se finance aussi auprès des marchés financiers en leur promettant un certain taux de retour, il importe en fait un impératif de lucrativité d'une certaine manière. Donc ça, dans le désamorçage des impératifs de croissance, il va falloir faire en sorte que l'État puisse emprunter, puisse s'auto-financer, ce qui est une fonction étatique essentielle, qui existera même dans une économie post-croissance, sans importer cet impératif de croissance. Après, les propositions qui sont faites, elles se font pour un pays comme la France
à l'échelle de l'Union européenne et des réformes de la Banque centrale. Des choses beaucoup plus faciles. Moi, par exemple, j'avais travaillé avec Alf Hornborg, qui est un anthropologue suédois, sur une proposition de réforme monétaire en Suède. Easy peasy. Beaucoup plus facile. Mais on voit bien que l'idée, en fait, c'est d'arriver à ce que certains appellent, en fait, une monnaie sans dette. Parce qu'aujourd'hui, le problème de la monnaie, c'est qu'elle est créée par les banques commerciales, qui sont des entités à but lucratif, qui ont privatisé le service de création monétaire. Donc ça fait partie l'un des secteurs, moi je dis dans le livre, pour désamorcer les pressions à la croissance, il va falloir démarchandiser les banques, en gros, faire en sorte que les banques soient soit des services publics, soit, dans la proposition que je développe dans la thèse, des coopératives à lucrativité limitée, pour toujours pouvoir avoir ce système de création monétaire qui soit décentralisé. Mais en gros, imaginez que toutes les banques, ça devient des SIC. C'est-à-dire que plus personne n'a le droit individuellement de s'approprier à travers des activités bancaires. Si on fait ça, on peut imaginer qu'on vient désenchérir, faire baisser un petit peu les taux d'intérêt, donc le prix de l'accès un petit peu au crédit, et donc on vient alléger cette pression à la croissance, un petit peu comme quand vous avez ce qu'on appelle des cercles de crédit. Cercles de crédit, c'est des gens, par exemple, dans une municipalité, qui s'autoprêtent de l'argent, et ils s'autoprêtent de l'argent sans attente d'un intérêt retour, ou un intérêt qui est vraiment calculé sur les frais de gestion du truc. Comme ça, il n'y a pas de pression à la croissance. Et de la même manière que ça me permet de mentionner aussi Benoît Boritz, qui a développé le concept de sécurité économique, qui est la même application, répondre à ce même problème au niveau des entreprises. Il se dit, les entreprises, elles n'arrivent pas à se financer sans faire appel à ces investisseurs extérieurs qui sont en fait des gens riches, qui ont de l'épargne à placer. On l'a vu, accumulation par la dépossession. Donc en fait, il dit, on va créer une mutualisation des profits des entreprises à un certain niveau. Je ne sais pas, par exemple, les entreprises cotisent en fonction de leurs profits dans un fonds d'investissement d'entreprise. Et de la même manière qu'on cotise, quand on a besoin d'investir, on peut utiliser. Sur la même logique que la sécurité sociale. On cotise, quand on est malade, on utilise. Les entreprises n'investissent pas tous au même moment. On investit, ensuite on dégage une certaine valeur. Et là aussi, attention, valeur, ce n'est pas forcément des euros. Donc là, on voit les systèmes de mutualisation, c'est mutualisation des richesses au pluriel. Donc là, on voit que si on arrive à créer cette espèce de sécurité économique, qui est en gros l'application de la logique de la sécurité sociale à l'investissement d'entreprise, on n'a plus besoin des actionnaires privés. Donc, on se débarrasse d'un impératif à la croissance. Alors, bien sûr, tu vas me dire, génial, Timothée, mais comment est-ce qu'on fait pour l'étape un petit peu intermédiaire où on va dire aux détenteurs aujourd'hui de la dette qu'ils ne vont pas être remboursés ou qu'ils vont être remboursés à un taux très faible, donc un taux de retour négatif. Ça, après, c'est des discussions qui sont politiques. Moi, j'ai toujours tendance à dire, c'est marrant parce que quand on parle de l'annulation d'une dette, dans la doxa un petit peu néolibérale, c'est vraiment le pire truc qu'on pourrait évoquer, quoi. L'annulation d'une dette, c'est l'effondrement de la civilisation. Alors que un impôt sur la fortune et l'annulation d'une dette, c'est la même chose. Parce que si vous venez retirer du pouvoir d'achat, si les détenteurs de la dette sont aussi les plus riches, augmenter une certaine taxe ici ou là, c'est la même chose. Donc là, la problématique très générale et de réduction des inégalités, là aussi, qui est une condition sine qua non pour pouvoir entreprendre la décroissance, parce que nous n'arriverons pas à désamorcer, en fait, les pressions à la croissance si nous ne venons pas réduire l'intensité de ce conflit d'intérêts entre les déjà riches, qui approprient une grande partie des gains de la croissance, et donc qui n'ont aucun intérêt à voir cette croissance s'essouffler. Et donc, il va falloir dégonfler ce conflit d'intérêts, donc baisser les inégalités. On parlait un petit peu tout à l'heure de Thomas Piketty, donc c'est un petit peu la même chose. Dans tous les cas, il va falloir faire face à un moment donné à l'iceberg des inégalités de richesse, de revenus de salaire, mais surtout de richesse, et avoir un espèce de grand retour à zéro. Et quand je dis ça, bien sûr, ça fait très apocalyptique, mais les propositions qu'on avait eues, par exemple, sur le financement des coûts liés à la pandémie, ou pareil, les discussions qu'on a là autour des européennes sur comment est-ce qu'on va financer la transition écologique, ou aussi des discussions sur comment est-ce qu'on va payer la dette écologique, c'est-à-dire accompagner certains pays du Sud, en gros, donner la contrepartie de décennies d'échanges inégaux. Donc toutes ces questions de financement, pareil, c'est des questions un petit peu d'allocation. Des richesses que l'on a aujourd'hui, en fait, qui va donner quoi ? Et j'ai un peu tendance dans la manière dont les
certains économistes disent oui, tout de suite se concentrer, comment est-ce qu'on va créer les richesses pour pouvoir faire cela? On revient au même problème, comment est-ce qu'on doit créer les logements pour pouvoir loger les sans-abri? Pas forcément. Comment est-ce qu'on donne un accès au logement aux sans-abri? C'est ça la question. Là, c'est pareil. Aujourd'hui, toutes ces questions, elles sont liées, on en revient, et c'est parfait pour terminer cette question, à des situations de besoin. Donc, certaines personnes qui sont très éloignées de la pauvreté, donc on pourrait appeler des surconsommateurs, qui peuvent se permettre de perdre une partie de leurs ressources pour justement que ça soit réalloué à d'autres personnes. Dans des pays comme la France, avec un patrimoine phénoménal, c'est possible. Et donc, ça facilite grandement la transition. Et là, on n'en a pas parlé, mais parler de cas de pays avec un revenu national beaucoup plus faible, avec aussi un patrimoine beaucoup plus faible, qui sont déjà entrés en dépassement écologique, alors qu'ils n'ont même pas encore atteint cette espèce de point de satiété où la pauvreté cesse d'être un problème de production mais devient un problème d'allocation, là, c'est une autre paire de manches. Nous, on a de la chance parce qu'on a un surplus qui est gigantesque. Pierre Concialdi, et je rapporte son étude dans le livre, avait calculé que la France, justement, avait un surplus macroéconomique d'une 50% à peu près. Donc, c'est-à-dire que si on réduisait le revenu national par 2, grosso modo, c'est des simplifications, et qu'on venait partager équitablement en fonction des capacités de chacun, ce qui restait, en fait, personne ne serait dans la pauvreté, donc théoriquement. Donc ça montre, en fait, ça c'est la marge de manœuvre. Ça nous montre, par exemple, que si on décroît de plus de 50%, il y aura forcément quelqu'un qui tombera dans la pauvreté. Ou sinon, il faudra organiser des systèmes de mutualisation non monétaire. Donc ça, c'est un petit peu l'étape d'après. Mais ça, c'est pas pris en compte dans l'étude de Pierre Concialdi. On va partager la parole avec le public. Donc on va faire passer un micro. Donc ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à lever la main. Je vois qu'il y a déjà des mains levées. Oui, moi j'ai j'ai 2 questions. On parle de décroissance pour des raisons écologiques et vous ne faites pas tellement la différence entre les produits et les services. Et dans mon idée, les produits, il y a de la matière, le service, il n'y a pas de matière. Et donc dans les limites planétaires, on est plus sur des questions de matière que des questions de temps, comme vous l'évoquiez. Et j'aimerais que vous élaboriez un petit peu là-dessus. C'est ma première question. Et ma deuxième question, qui n'a rien à voir, c'est, vous parliez des marchés financiers. Les marchés financiers, on peut parler de la valorisation des entreprises. La valorisation des entreprises, aujourd'hui, elle est quasi uniquement basée sur leur croissance future. Vous avez une start-up, la seule valeur de la start-up, c'est sa croissance, et des croissances théoriques phénoménales en général. Et les marchés financiers sont beaucoup constitués de ce qu'on appelle en langage anglo-saxon les pension funds. Les pension funds, c'est eux qui sont les grands acteurs des marchés financiers, qui détiennent toutes ces entreprises, qui les valorisent. Et ces pension funds, je vois en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils redistribuent des retraites. Ce sont donc les retraités du monde entier. Vous parlez de gens riches, mais en réalité, c'est les retraités des pays riches. Et les retraités, je ne sais pas s'ils sont tous riches, probablement pas nécessairement, mais c'est ça dont on parle. Et en fait, comment est-ce que vous regardez cette question de la décroissance par rapport à la valorisation des entreprises, les pension funds? Comment ça marche, ça, sur les marchés financiers? Je ne suis pas sûre d'avoir complètement suivi. On va prendre plusieurs questions à la suite. On va prendre 3. Bonsoir, Oscar Apertet. Est-ce que vous n'avez pas peur que tendre vers ce que vous dites de la décroissance, ça ne va pas complexifier le marché et que le capitalisme n'est pas une réponse la meilleure qu'on puisse faire aujourd'hui vers un monde très compliqué déjà? J'aurais une question sur les montagnes russes, notamment sur la phase de transition. Comment s'assurer que les passagers dans les wagons puissent descendre vers la décroissance en toute sécurité? Je pense notamment à la transition, à une perte de confiance dans le système qui entraînerait des graves troubles pour la stabilité financière, qui à la fin pourrait potentiellement ruiner des épargnants et mener à des conséquences sociales terribles, comme on a pu le rencontrer pour la crise du Covid ou la crise des subprimes. Et je vous remercie pour vos interventions. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai une question sur la taxe carbone.
Est-ce que la taxe carbone pourrait être une solution? Sinon, pourquoi? Et si oui, comment la faire accepter par tout le monde? Merci. Je commence avec cette première salve. Alors, sur la première question, on continue. Bah, je peux répondre à ces 5-là et après on en prend une autre série, comme ça je vais être bref de toute manière, promis. Ah oui, 10 minutes. En économie écologique, enfin, ce qu'on s'est rendu compte en faisant des études systémiques un petit peu donc de cycle de vie des produits et de venir tracer donc l'empreinte réelle des choses, c'est que même un service, enfin là, ce qu'on est en train de faire, c'est un service, mais qui utilise de l'énergie, des matériaux. Vous êtes tous déplacés pour venir ici, vous êtes tous nourris, vous êtes tous habillés. Donc même les services, en fait, ils ne sont pas complètement dématérialisés. C'est-à-dire que les services, ils s'ajoutent en plus d'une espèce d'infrastructure matérielle. Et donc l'hypothèse qu'on avait dans les années 2010, qu'avec la tertiarisation des économies, ça allait justement verdir la croissance, c'est l'hypothèse de la courbe environnementale de Kuznets, elle s'est avérée fausse parce que en fait, ces économies, elles se concentrent sur les services qui sont à forte valeur ajoutée dans leur économie territoriale. Elles délocalisent justement la production de tous ces biens infrastructurels qui permettent d'avoir les services à l'intérieur. Mais quand on vient calculer l'empreinte et qu'on met tout ensemble, on se rend compte c'est quand même supérieur. En fait, les économies de services ne sont pas dématérialisées. Alors, bien sûr, il y a des intensités qui sont différentes. Et donc, quand on va se dire, ah bah tiens, c'est quoi la priorité pour, je ne sais pas, faire baisser l'empreinte carbone, ça va plus se porter sur la consommation de bœuf. Et là, après, il va falloir voir, voilà, est-ce que à quel moment c'est un produit, à quel moment c'est du service. Les voitures, bon, c'est des choses aussi, ça peut être des services de déplacement, mais ça peut être aussi une voiture nette. Donc moi, j'ai un peu tendance à vouloir aller au-delà de l'appellation produits et services pour regarder plutôt ce qu'on appelle ce qui est embedded. Donc tout ce qui est les ressources naturelles qui sont encastrées dans quelque chose. La valorisation des entreprises, donc oui, il va falloir repenser ça. Donc cette espèce de valorisation de marché aujourd'hui qui est basée sur la capacité d'une entreprise donc à dégager un retour sur investissement, c'est vrai que dans une économie de croissance, ça a peut-être du sens quand on se fait la compétition en fonction de la lucrativité, mais dans une économie de décroissance, il va falloir trouver une autre boussole. Bon, après, ça c'est facile, hein. Il y a des cadres de comptabilité d'entreprise qui sont alternatifs aujourd'hui. On peut imaginer aussi voilà, les SIC ou les coopératives qui ont des objectifs en termes de bien-être, enfin de concret. On pourrait valoriser des entreprises en fonction de leur utilité sociale, mesurée différemment. On pourrait même avoir une sorte de marché de bourse où les gens pourraient voter pour différentes entreprises pour estimer un petit peu l'utilité. Donc ça aussi, ça ne me paraît pas. Il faudra juste changer l'algorithme de valorisation des entreprises pour faire cette chose. Là, on l'a vu, les fonds de pension, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font de l'allocation. Ils décident, ça, je finance pas. Ils le font très mal parce qu'ils privilégient le plus lucratif parce que c'est ce qui est valorisé sur les places de marché. Si on change l'algorithme de valorisation, ensuite, on changera aussi l'allocation et de se dire, nous, on veut investir dans des entreprises qui dégagent énormément d'utilité sociale et on veut désinvestir et sachez les entreprises qui sont les moins performantes en termes d'utilité sociale. On garde quand même cette espèce de destruction créatrice que toute économie, de toute manière, a, qui évolue au fil des années. Alors, complexifier le marché, donc alors déjà, il faut se dire que moi, en tant qu'économiste écologique, le plus compliqué, en fait, c'est de faire face à un effondrement écosystémique. Parce que là, il n'y a pas de solution. Si on essaye un truc, une expérimentation sociale où, allez, on va répartir les revenus de toutes les personnes dans cette salle, ça ne marche pas, on peut se dire, OK, bon, ça n'a pas marché, on annule, on recommence. On déstabilise le climat, il n'y a pas de on annule, on recommence. Là, vous atteignez vraiment l'ultime complexité. Ce n'est pas de la complexité sociale, c'est de la complexité biophysique. C'est irréparable. Donc moi, j'ai un petit peu tendance à dire, oui, il va falloir venir faire face pour éviter une situation qui sera beaucoup plus compliquée, c'est-à-dire une situation où on devra faire fonctionner une économie avec des écosystèmes dégradés. Parce que là, la satisfaction des besoins deviendra beaucoup plus compliquée. Donc ça vaut le coup d'avoir une espèce de surcroît d'organisation sociale, de mobilisation, de se dire, un surcroît d'esprit critique. Et juste un truc sur la complexification des marchés. Le problème des marchés aujourd'hui, c'est qu'ils sont trop simples.
Et c'est d'ailleurs l'existence même d'un marché. Pour qu'un marché puisse exister, il faut qu'il y ait des marchandises. Marchandises, vous savez, en anglais, on dit commodities, quelque chose de commode. C'est quoi une marchandise ? C'est quelque chose qu'on a simplifié pour qu'il puisse être échangé, quelque chose de quantifiable, de standardisable, quelque chose dont la propriété peut être échangée. Mais aujourd'hui, on se rend compte, par exemple, la discussion sur donner des droits à la nature, c'est venir démarchandiser la nature. C'est venir complexifier. C'est-à-dire qu'on a trop simplifié la nature, on s'est dit c'est bon, c'est un buffet à volonté, on fait ce qu'on veut, ça ne marche pas, on vient complexifier. Donc je pense que le capitalisme, en fait, c'est sa grande faiblesse. Il est beaucoup trop simple, c'est un petit peu le Tetris. Vraiment, en termes d'écologie, on en est là. Alors qu'aujourd'hui, on a besoin de quelque chose de beaucoup plus complexe. Complexe ne veut pas forcément dire, dans les vieilles critiques un petit peu des économies qui ne sont pas capitalistes, une économie avec des calculs interminables. Enfin, imaginez un petit peu aujourd'hui, le calcul interminable, déjà, c'est celui du PIB. Les alternatives sont d'ailleurs beaucoup plus faciles à calculer pour beaucoup des indicateurs concrets que celui du PIB, qui est extrêmement complexe. Comment décroître en sécurité ? Là aussi, moi, ma punchline, c'est décroissance choisie aujourd'hui ou effondrement subi demain. À partir du moment où on reste en dépassement écologique, on va vers un effondrement écosystémique. Là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les rapports du GIEC, de l'IPBES, c'est une réalité scientifique naturelle. Donc c'est simple, soit en fait, ça va être plus facile de se dire, bah tiens, on commence à faire la transition aujourd'hui. Comme ça, on peut mutualiser les richesses, on peut protéger ceux qui vont justement perdre leur emploi, on peut faire en sorte que ça ne vienne pas exacerber la pauvreté. On peut vraiment maintenir la sécurité. Soit YOLO, on est dans le déni, on attend. Et un jour, ça se fera par la violence de la nature, qui viendra sûrement avec des mécanismes géopolitiques d'accaparement sauvage, qui viendra sûrement avec ceux qu'on a vus dans l'histoire du capitalisme. Malheureusement, les plus vulnérables seront, je pense, les derniers arrivés à la queue d'accès aux ressources. Vraiment, la valeur de ces concepts de transition, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire mieux que cette transition qui sera subie. Donc pour moi, la sécurité, c'est un obstacle de design. C'est à nous, scientifiques du social, d'essayer de trouver des manières de la maintenir. Et c'est d'ailleurs, ça devrait être l'un des piliers des sciences économiques, d'ailleurs, comment faire en sorte qu'une économie puisse continuer à satisfaire des besoins en tout moment. Et là, aujourd'hui, même pendant une crise écologique. La taxe carbone, je pense que c'est un outil insuffisant. On l'a vu, moi je parle souvent de la taxe carbone suédoise, parce qu'en France, notre taxe carbone, bon, elle est un peu pourrie, on va pas se mentir, mais en Suède, genre ils l'ont depuis les années 90, 120 € la tonne, c'est un peu la Maserati des taxes carbone, quoi. Ils l'ont fait, mais ils en ont tellement parlé, tout le monde l'adore, c'est consensuel, il y a eu des débats interindustrie, consommateurs, des conventions citoyennes. Est-ce que ça a permis à la Suède de décarboner son économie ? Non. Donc, pour moi, game over, je veux bien. La Suède nous montre le futur de la meilleure taxe carbone potentiellement existante. Donc, on peut rêver de ça, mais ça nous montre bien qu'on ne pourra pas faire l'impasse de la sobriété, sachant qu'en plus, nous, on n'a pas l'avantage de la Suède. C'est plus les années 90, là. On a perdu 30 ans. Donc, eux encore, ils peuvent se dire comment est-ce qu'on modifie notre taxe carbone ? Nous, on voit qu'on n'a pas ce luxe institutionnellement. Donc, on va devoir penser à d'autres choses. Moi, dans la thèse, le moyen où j'ai de résoudre ce problème, c'est d'avoir un système de quotas. Donc simplement, de se dire, la taxe, on contrôle le prix, mais on ne contrôle pas la quantité. Les quotas, c'est le contraire. On contrôle la quantité, mais on ne contrôle pas le prix. Là, moi, j'ai repris en fait un système qui avait été développé par David Fleming en Angleterre, qui s'appelle les Tradable Energy Quotas, TEQS, en fait, qui plafonne l'utilisation des énergies fossiles en fonction d'un budget carbone donné par des scientifiques du climat, j'imagine, et qui vient dispatcher en permis. Il y a 1000 façons de l'organiser, avec des mécanismes d'allocation, des marchés secondaires du carbone, avec des prix qui peuvent être plus ou moins contrôlés. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec un système de rationnement carbone, c'est qu'à la fin de l'année, vous n'avez pas émis plus que de permis disponibles. Et aujourd'hui, quand on parle de stabilité climatique, le problème de l'échelle est beaucoup plus important que le problème de l'allocation. C'est-à-dire que la taxe carbone, aujourd'hui, bon, non seulement l'allocation, c'est pas ouf, vu qu'elle est régressive, on le voit, mais en termes d'échelle, elle ne nous permet pas de faire cette chose que l'on veut faire, c'est-à-dire réduire suffisamment les gaz à effet de serre. Est-ce qu'on a le temps de prendre encore quelques questions ? Oui.
Merci. Moi, je voudrais poser une question un petit peu plus internationale. Vous avez mentionné le fait que la croissance n'était pas une solution miracle, y compris pour les pays du Sud. Et si j'ai bien compris, le fait que la décroissance, du coup, ça ne s'appliquerait pas pareil en fait, à ce que vous appelez les pays du Nord et les pays du Sud. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus, développer un petit peu ce point-là? Ça veut dire quoi concrètement? Comment ça se passerait dans le cas d'un pays du Sud? Notamment dans un contexte où je trouve que ce qui frappe, c'est aussi une forme de presque d'attachement à un droit de la croissance de la part des pays du Sud. Et notamment en vue des tensions de plus en plus importantes qu'on voit déjà vis-à-vis de notamment des normes écologiques qui sont progressivement imposées par l'UE. Vous avez indiqué que la décroissance libérerait un volume d'heures de travail et qu'elle pourrait donc être réutilisée dans d'autres domaines où peut-être la productivité baisserait, et vous avez cité la permaculture. Mais dans ce cas-là, comment conciliez-vous, par exemple, le fait qu'un publicitaire dont on aura supprimé le travail, qui est un créatif, comment le convainquez-vous d'aller faire pousser des pommes de terre en permaculture? Et ma deuxième question concerne l'économie stationnaire. Comment conciliez-vous l'économie stationnaire et la croissance mondiale de la population? Bonsoir, merci pour votre intervention. Et donc, question proche sur l'idée de la nationalisation ou renationalisation de certains secteurs de manière à mieux maîtriser leur utilisation et leur empreinte. Donc, ça paraît donc très séduisant. Vous donnez de nombreux arguments, mais je voudrais aller sur la côté sociologique ou d'organisation de nos sociétés. Avec l'efficacité qui semble provenir dans le système capitaliste de la motivation liée à l'intérêt personnel, à l'enrichissement, et sans faire écho à l'échec a priori du système communiste qui date un peu, et on a peut-être des nouvelles solutions, mais comment réfléchir à cela pour motiver dans un système justement de SIC, voire public, des individus à donner le meilleur d'eux-mêmes? C'est vrai que je conduis à l'efficacité, une supposition liée à l'efficacité des personnes. Oui, une question que j'ai à vous poser, c'est j'ai l'impression que selon vos modèles, il faut changer notre façon de penser, il faut changer nos valeurs, il faut changer notre conscience, il faut changer nos critères de choix. Et il me semble que vous avez présenté une slide avec 4 dans votre rectangle, il y avait la démocratie. Et comment on peut faire ça dans un temps court, sans être autoritaire? Voilà. Donc, est-ce que cette mise en place de votre modèle, qui me semble tout à fait respectable et valable, sur un temps court, peut se faire sans un système autoritaire? Une dernière question, peut-être? Merci encore. Une dernière question sur la petite photo, la petite image avec le train et les montagnes russes. J'ai bien compris les 3 phases. Il y avait juste une dernière phase sur la destination, avec des gens qui tournent en rond. Juste, qu'est-ce qu'ils font, ces gens? Très bon. Oui, en effet. Dit comme ça donne pas envie. J'ai une dernière question, là. Ah, d'accord. Vous voulez pas finir là-dessus? Je n'ai pas très bien compris votre rectangle, là, si vous pouvez revenir dessus. Et ensuite, une deuxième question. En économie, il s'agit souvent d'optimiser. Si on est un producteur, on va optimiser une quantité. Et si on ramène ça à l'économie nationale, on veut optimiser une certaine quantité. Comment posez-vous le problème de l'optimisation dans le cadre d'une économie de décroissance? Merci. Mais génial, et je commence avec celle-là. Et ça me rappelle, donc, empiriquement, depuis très longtemps, enfin depuis les années 90, les économistes, en fait, ils se posent la question comment est-ce qu'on peut décarboner la croissance, en gros. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut optimiser de faire le plus de croissance possible avec le moins de ressources naturelles, de gaz à effet de serre surtout. En fait, aujourd'hui, on a un virement théorique et empirique dans la recherche où les gens se sont rendus compte qu'en fait, la croissance, bon, les mesurer avec le PIB et toutes ses limites, c'est pas la chose qu'on devrait optimiser. Ce qu'on devrait optimiser, et donc découpler, c'est on devrait découpler le bien-être de l'utilisation des ressources naturelles. C'est pour ça que je vous ai montré des donuts. Et là, l'optimisation, par exemple, si je ne sais pas, vous travaillez dans une coopérative où vous avez une SIC, donc une mission d'utilité sociale ou quelque chose comme ça,
votre but, c'est pas juste de produire, de vendre le plus possible. C'est vous avez des besoins à satisfaire et vous voulez les satisfaire de la manière la plus parcimonieuse en utilisation, en mobilisation des ressources humaines et naturelles que vous avez. Et si donc les entreprises performantes, c'est les entreprises qui vont arriver à satisfaire le même nombre de besoins ou même plus avec moins en fait d'heures de travail, moins d'énergie et moins de matériaux. En fait, là, ça vient complètement changer la vision de la performance si on se dit que l'objectif d'une économie, ça devrait être le bien-être. Et le rectangle, bon, c'était simplement pour vous montrer qu'il y avait une séquence logique dans ma définition et que c'était modulaire, c'est-à-dire qu'on partait de cette réduction de la production et de la consommation et qu'on y ajoutait 4 choses, et sans ces 4 choses, en fait, que la décroissance n'était pas vraiment la décroissance telle qu'on la discute dans les ouvrages académiques. La destination, c'est vrai que comme ça a l'air un petit peu tout pourri, j'avoue, c'est le sujet vraiment de mon deuxième livre, parce que Ralentir ou Opérir, c'était très critique, c'était vraiment poser les bases de comment est-ce qu'on peut faire une critique de la croissance. Et là, sur le deuxième livre, c'est plutôt se poser la question, voilà, comment est-ce qu'on arrive à imaginer une architecture économique alternative, sans retomber dans cette espèce du noir et blanc de la guerre froide, capitalisme contre communisme, mais plutôt accepter la pluralité en fait de systèmes économiques, même à l'intérieur d'une autre. Moi, j'aime beaucoup l'approche de Julie Nelson et Catherine Graham, qui sont 2 géographes économiques qui parlaient, elles, de capitalocentrisme. Elle dit, au sein de l'économie, il y a des secteurs qui sont plus capitalocentrés que d'autres. Vous allez dans une entreprise du CAC 40, je sais pas, Total, c'est plus capitalocentré en termes de prise de décision et d'optimisation que une petite coopérative de boulangerie ou la MAP de chez vous. En fait, ce sont 2 systèmes économiques différents. Ce qu'on peut faire de manière abstraite, et c'est ce que je vais faire dans le livre, c'est dire qu'est-ce qui se passerait si l'intégralité du système économique était organisée en fonction de la logique qui est aujourd'hui minoritaire. En gros, imaginez expérience de pensée, si l'ESS constituait 90% de l'économie française et subsistait bien sûr des secteurs qui seraient un petit peu plus capitalocentrés, parce qu'il y a toujours un spectre. Donc la destination, moi, c'est comme ça un petit peu, je l'imagine, et ça me permet de répondre à une autre question. Tac, 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 c'était laquelle ? Pour se dire, oui, oui, changer les valeurs dans un temps court. Parce que quand on parle de système économique, on a un petit peu l'impression que oui, voilà, faut ramener le bateau au port et on change le moteur et on peut pas faire ça en naviguant parce qu'une économie tous les jours quand même, ça. Mais en fait, la réalité, c'est que déjà, on prend des décisions tous les jours. Tous les jours, il y a des entreprises qui, enfin pas tous les jours, mais à périodicité donnée, qui décident de quoi produire. Tous les jours, les consommateurs décident quoi consommer. Tous les jours, les pouvoirs publics décident comment réguler cette consommation et cette production. Donc là, en fait, c'est pas d'un coup on décide d'intervenir, là on n'avait jamais intervenu. C'est d'un coup on décide de se dire, ah bah tiens, les politiques de croissance, ça va s'avérer problématique pour la transition écologique, et donc on va changer un petit peu la manière dont on prend des décisions de production, de consommation et de politique de croissance. Donc dans ce sens-là, c'est pas forcément plus autoritaire que les décisions qu'on prend aujourd'hui. D'ailleurs, j'aurais plutôt tendance à penser que, vu que moi, dans ma définition, il y a beaucoup plus de coopératives, d'assemblées citoyennes, en fait, de forums de démocratie délibérative et participative, il y a beaucoup plus de chances que ça soit moins autoritaire qu'aujourd'hui. Je ne sais pas, vous avez décidé quelle pub vous avez dans le métro aujourd'hui ? Non, ce n'est pas vous qui prenez ces décisions. Vous décidez quelle marque de céréales vous avez au supermarché quand vous allez l'acheter ? Non, ce n'est pas vous qui prenez cette décision. Donc là aussi, on peut voir qu'à travers cette démocratisation de l'économie, on peut avoir des décisions qui peuvent être aussi rapides que les décisions qu'on a aujourd'hui, qui sont parfois extrêmement rapides, ça peut aller d'un moment à l'autre. Donc la rapidité reste la même, mais on peut avoir des décisions qui sont potentiellement beaucoup plus ambitieuses parce qu'on inclut beaucoup plus d'intérêts. Et là aussi, ça résout le problème de l'acceptabilité sociale. C'est de se dire, ah bah tiens, mais... Parce que le caractère autoritaire, c'est de se dire, on va imposer quelque chose aux gens. Mais si on demande... Si on a tendance à faire participer les gens pour qu'eux-mêmes décident ce qu'ils veulent, comment ils veulent utiliser leur budget biophysique, par définition, c'est moins autoritaire. C'est-à-dire ils vont être forcés de s'auto-contraindre. La réalité, c'est dans tous les cas, on ne peut pas démocratiquement décider de continuer à dépasser nos budgets biophysiques. C'est la seule chose qu'on ne peut pas faire. Et ça me permet de switcher avec les pays du Sud. On pourrait le faire. Ça serait juste une catastrophe sociale sans précédent.
Et parce qu'on dilapiderait, ce qu'on est en train de faire, hein, on dilapiderait en fait un patrimoine écologique très limité. Il ne resterait plus rien pour les personnes qui aujourd'hui en ont le plus besoin, parce que ce sont ceux qui sont le plus profond dans la pauvreté. Vous vous souvenez la question des produits et des services, et de se dire, si c'est vrai que l'Europe et les pays à haut revenu n'ont pas connu le point de saturation de la courbe de Kuznets et restent des économies qui sont fondamentalement intenses en énergie, en matière, en eau, en sol, en biodiversité, ça veut dire qu'elles les trouvent quelque part. Une théorie que moi j'utilise beaucoup, qui vient de l'économie marxienne, c'est la théorie de l'échange écologiquement inégal, qui est une adaptation de la théorie de l'échange inégal en économie marxienne, qui en fait, grosso modo, dit que la croissance des pays à haut revenu s'est faite à travers l'appropriation de ressources peu chères dans des pays du Sud. Facile, c'est des esclaves énergétiques, hein, dont parle Jean-Marc Jancovici, toutes ces choses-là. On importe des choses pas chères dans des pays, donc bien sûr, où ce pas cher, il ne s'est pas négocié comme ça, pas cher. Ça a été négocié à travers tout un historique impérialiste, colonialiste, de violence en toujours, pour faire en sorte qu'on ait toujours le buffet à volonté qui nous permette d'alimenter une croissance. Et donc là, si cela est vrai, et si nous admettons un droit à la croissance, pas seulement un droit à la croissance, mais un droit à une vie décente à cette partie de l'humanité qui n'a pas encore les moyens matériels d'avoir accès à cette vie décente, et ça veut dire que nous avons une certaine responsabilité historique. Ça, c'est la dette écologique, qui n'est pas seulement une dette carbone. Et ça veut dire que d'une certaine manière, il va falloir repenser un transfert inverse. Ça peut vouloir dire, par exemple, continuer à importer des ressources naturelles des pays du Sud, c'est-à-dire à les payer, mais ne plus recevoir les ressources. Vous vous souvenez peut-être de l'initiative Yasuni-ITT en Équateur, au milieu des années 2000, où justement ils avaient découvert une grande réserve de pétrole sous un parc naturel, et le président de l'époque avait dit trop bien, moi j'ai pas envie de défoncer mon parc naturel, donc je crée une cagnotte en ligne, si vous me donnez 300 milliards d'euros, ce qui est la valeur de tous ces barils, je m'engage, parc naturel, ça reste une banque d'écosystèmes, il ne sera jamais foré. Bon, il a reçu quelques centaines de millions, ce n'était pas probant, ils ont foré. Mais là on pourrait imaginer, théoriquement, ça marcherait de dire on va se crowdfunder et on va financer en fait le maintien de ces services écosystémiques qui bénéficient à tous, avec une justification de dire on va payer en proportion de notre dette historique. C'est une manière de faire un transfert de ressources qui ne mène pas aussi à un effet rebond. Donc ça aussi c'est important, il faut voir, mais bon, ça c'est quelque chose d'autre. Ça ne veut pas dire en fait que les pays du Sud vont développer les mêmes économies linéaires, extractivistes, capitalistes, à but lucratif que nous, parce que sinon, on sait très bien, théoriquement, ça va être les ménages. Mais de toute manière, si l'on part de l'hypothèse, et là, ça me permet de transitionner vers la motivation, que l'aspiration la plus générale des humains, c'est quand même de vouloir améliorer leurs conditions d'existence. Donc cette espèce d'économie du bien-être, je ne vois pas pourquoi ces personnes, il faut absolument qu'on passe à travers la phase misérable de mettre des publicités partout jusqu'à ce qu'on atteigne une saturation et la dépression pour ensuite pouvoir revenir en allant faire des séjours de méditation, je ne sais pas où, se rendre compte que le matérialisme à outrance ne nous rend pas heureux et enfin atterrir dans un mode de vie heureux. Enfin, je veux dire, on peut prendre le raccourci et se concentrer sur les choses qui ont de l'importance dès le début, quoi. On n'a pas besoin de passer par la case erreur capitaliste. Et on peut motiver de la même manière qu'on a toujours motivé. Enfin là, je reviens à Adam Smith, la théorie des sentiments moraux. On est des êtres humains, on fonctionne avec des incitations morales, sociales qui sont extrêmement complexes. Les incitations financières ne sont pas les incitations les plus puissantes. D'ailleurs, dans les hiérarchies, on a toujours les incitations morales. Ça, c'est les plus puissantes. Sociales ensuite, et financières, c'est juste un type d'incitation sociale. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font en fonction du prestige. On a envie d'être reconnu dans notre milieu. On a envie d'aider les gens qui sont autour de nous. Donc, ces motivations, ça aussi, j'arrive à imaginer. De toute façon, les gens dans les coopératives travaillent aussi. Il y a des artistes qui créent des choses, même si ce n'est pas que pour s'enrichir. Je pense justement, pour reprendre Gibson Graham et le capitalocentrisme, que ce sont dans des institutions capitalocentrées où justement on va jouer au jeu du Monopoly capitaliste. Si vous allez dans une place de bourse, vous n'allez pas faire « Oh, allez, mais moi, je te le vends moins cher parce que je t'aime bien. » Ben non. Par contre, vous allez à une brocante de quartier et votre pote a besoin d'une nouvelle poussette parce qu'ils ont eu un enfant, vous allez lui donner. Vous n'allez pas maximiser le prix pour voir... Et là, on voit différentes institutions, même chose. C'est un échange marchand, c'est un truc comme ça, mais on est amené à se comporter de manière un petit peu plus sympathique
sur la brocante locale avec les gens qu'on connaît que plutôt sur la place des marchés. Messieurs, le bâtiment ferme ses portes immédiatement. Merci beaucoup pour ces applaudissements. Et après, c'est la décroissance qui est autoritaire. Hein. Merci Timothée.